intervalle. Didier Rochard qui va nous parler, nous entretenir la désinformation et la manipulation. Sujet qu'il avait déjà abordé la fois précédente. C'est un sujet malheureusement inépuisable. Et l'histoire de l'humanité commence par une manipulation, une désinformation. Le serpent, que dit-il? Vous serez comme des dieux. Et c'est vrai. Le but de la vie humaine, et les pères grecs insistent beaucoup sur ce point, c'est la déification. La seule différence, c'est le moyen. La désinformation, la manipulation est malheureusement devenue non seulement une ruse de guerre, et ça peut se comprendre lors d'un conflit, mais une arme de gouvernement. Dans quelque temps, vous aurez M. Cerise qui a déjà parlé ici de gouverner par le chaos. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. On crée des chocs, des émotions, et comme par enchantement, la population accepte des mesures soit liberticides, soit immorales, auxquelles elle n'aurait point consenti auparavant. C'est bien d'écouter une conférence, mais il faut se former. C'est important si on veut mener le bon combat, comme disait saint Paul. Donc il y a quelques livres qui sont accessibles. Bien sûr, des livres de théorie, de manipulation, entre autres des maîtres chinois, qui ont été après utilisés après dans tous les continents. Relisez et acquérez les livres de Volkov sur la désinformation, la manipulation. C'est ce qu'il y a de plus abordable et de plus complet. Bon, à vous, cher ami. Merci, frère. Donc, je suis heureux de vous retrouver ici. Quelques visages connus, quelques nouveaux visages. J'ai donc effectivement eu l'occasion, il y a peu de semaines, de vous entretenir de la désinformation. Désinformation à travers ses moyens, donc propagande, etc. Et je vais essayer de compléter cela en vous montrant que, certes, il y a une désinformation extérieure, mais il y a aussi, dans l'attitude de chacun d'entre nous, une forme d'acquiescement, volontaire ou non, du reste, à cette désinformation, tout simplement parce que la désinformation est totale. La désinformation, comme disait le frère, est aujourd'hui un moyen de gouvernement, de gouvernance plus exactement, parce que gardons le terme de gouvernement pour des choses un peu plus sérieuses. Et on est aujourd'hui dans une situation assez paradoxale où on peut a priori se méfier de toute information qui nous parvient. Nous sommes, on le verra tout à l'heure, totalement submergés par l'information en permanence. Et là encore, ce flot continu d'informations fait partie également d'un système qui nous sidère, et en particulier avec évidemment les médias modernes, disons, tous les médias qui passent par un écran, que ce soit la télévision, que ce soit Internet. Il y a là donc un système de gouvernement aujourd'hui qui est très largement implanté. Alors on pourrait effectivement se croire à l'âge d'or de l'information, puisque vous avez vécu comme moi, nous sommes de cette génération qui avons découvert des chaînes d'information continue qui, dans un premier temps, ont séduit naturellement le grand public. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on va enfin être informé minute par minute. Chaîne de télévision, mais aussi radio, qui est beaucoup plus souple et qui est beaucoup plus réactive. Une chaîne de télévision, il faut encore du matériel, il faut la déplacer, il faut avoir un certain nombre de repérages de plans, quoique maintenant la technique permet de le faire d'une façon très, très facile.
les premières équipes de télévision se déplaçaient à 5 ou 6 avec un véhicule. Aujourd'hui, une équipe de télévision, c'est une personne sur une moto avec un téléphone. Voilà. Et dans les quelques secondes qui suivent l'événement, éventuellement, les images peuvent être ou sur les réseaux sociaux, en certains cas, ou sur des chaînes de télévision, avec une qualité qui est parfois, pour le vulgum pecus, difficilement décernable. Je veux dire par là que la télévision utilise des artifices, naturellement, c'est son rôle. Le cinéma utilise des artifices, d'ailleurs il ne passe que par des écrans, le vocabulaire le dit bien. Et aujourd'hui, une équipe de télévision, c'est une personne, parfois deux pour le son, mais c'est tout. Donc, des choses extrêmement faciles à transporter, des choses extrêmement faciles qui peuvent se porter en permanence sur le lieu des événements. Et on pourra parler de ces événements parce que sont véritablement des événements. Dans certains cas, l'événement est créé. Un événement que l'on voit dans la rue, qui ne nous inspire rien, nous sommes témoins de choses qu'on découvre à la télévision le soir en disant bah oui, j'étais là, j'étais à côté, j'ai rien remarqué, mais lui, le caméraman, il l'a vu. Alors, on verra très rapidement que la télévision utilise parmi ses moyens, parmi ses artifices, ce qu'on appelle les plans étroits, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser le matériel de façon à ne jamais découvrir la totalité de l'image. Et on focalise sur un tout petit événement qui, naturellement, étant donné qu'on ne verra que celui-là, devient véritablement l'événement médiatique. Et ça peut être très très ténu et très artificiel. Donc, on pourrait se croire dans l'âge d'or de l'information. D'un clic, aujourd'hui, sur Internet, on est transporté, ou à la télévision, on est transporté à l'autre bout du monde. Et alors qu'on n'est pas toujours très au courant si la petite vieille du 5e étage n'a pas de quoi monter son charbon, en tout cas son ravitaillement, si un homme politique ou un people, encore mieux, se fait une foulure de la cheville à l'autre bout du monde, vous le saurez dans les 3 minutes. Par conséquent, nous sommes invités à travers les médias, à travers les écrans, qui portent bien leur nom, nous sommes invités à nous émouvoir avec compassion ou à nous révolter, suivant le traitement de l'information, face à des événements que vivent des hommes, des femmes et des enfants dont nous ne connaissons rien et dont on partagera émotionnellement le sort. Et le sort est très souvent le plus pitoyable qu'il soit. Et on verra pourquoi. Là encore, ça n'est pas un hasard. Pendant quelques minutes, donc, on est prié de bien vouloir participer à l'action de cette famille de réfugiés, de cette famille de victimes, etc. Et puis on les oublie, et le lendemain, on n'en parle plus. Parce que le média fait en sorte qu'il faut alimenter l'émotion en permanence, et que les choses les plus importantes, les plus graves, celles qui mériteraient des analyses, sont immédiatement chassées, l'une chassant l'autre, et le lendemain, vous n'avez plus de nouvelles, y compris dans la presse écrite d'ailleurs, où il va falloir vraiment chercher l'événement pour pouvoir avoir ou une analyse ou un complément d'information. On va aussi nous sidérer dans l'établissement des journaux télévisés. Si vous observez un petit peu le déroulement de ces journaux, pardon, on s'aperçoit que l'information est toujours traitée de la même façon. L'information est très souvent traitée dans le même ordre, quelle que soit la chaîne que vous observez. L'information est traitée dans globalement le même minutage, c'est-à-dire que tel événement va être apporté en 2 ou 3 minutes. Tel événement va être apporté non pas en interrogeant les protagonistes de l'événement, mais des témoins extérieurs. Vous allez avoir, par exemple, dans un rassemblement international, on ne va pas pouvoir interroger les porte-paroles, on ne pourra pas interroger, vous n'aurez pas de nouvelles, des chefs d'État qui se rencontrent ou des diplomates qui se rencontrent, mais on va interroger le chef de cuisine qui va préparer le repas. C'est-à-dire qu'on va, d'un événement qui peut constituer une information importante, on va immédiatement tirer des choses parfaitement dérisoires.
mais vous aurez l'impression d'être informé, parce que vous aurez vu les photos des limousines passer, des chefs d'État se saluant, etc. Le contenu même de cet événement sera totalement masqué. Alors, cette information, si information il y a, on pourra se poser la question dans un instant, est-ce une illusion ou une réalité? Eh bien, aujourd'hui, on peut véritablement se poser la question. Pourquoi? Parce que le grand public, depuis quelques années, depuis Internet, depuis la multiplication des chaînes, et en France, nous sommes encore vernis, je ne sais pas combien il y a de chaînes exactement, je crois qu'on est à, je sais pas, 7, 9, quelque chose comme ça. Il y a des pays où il y a 80 chaînes. Il y a des villes dans certains pays de Chine, dans certaines villes de Chine, où ils ont 350 chaînes dans une ville. Bien. Alors ce sont des mégapoles, hein, c'est toujours par paquet de 20 millions d'habitants, mais enfin, malgré tout, il y a une diffusion absolument considérable. Or, aujourd'hui, la plupart du temps, le grand public que nous sommes, nous avons les moyens de déceler, au fur et à mesure où on découvre l'information, nous avons les moyens de déceler la manipulation. Nous avons quasiment les moyens de déceler cette fausse information qu'on va vouloir nous donner, ou cette information partielle. Et la plupart du temps, les organes de presse nous le révèlent. C'est-à-dire que l'on sait très bien, par exemple, souvenez-vous, que la télévision a, pendant la guerre du Golfe, hein, je prends des événements un peu plus lointains pour ne pas être trop polémique, je compte sur vos questions pour ramener ce qui va être beaucoup plus contemporain, beaucoup plus d'actualité, mais pendant la guerre du Golfe, souvenons-nous que nous avons été sensibilisés par les couveuses, souvenez-vous. Les Moudjahidines sortaient les enfants des couveuses. On sait que c'est faux, totalement faux, puisque le film a été tourné aux États-Unis par une attachée d'ambassade, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on l'a su quasiment instantanément. L'information était tellement épouvantable, tellement tragique, qu'on a su que c'était faux. Mais l'esprit est imprimé. Et par conséquent, il faut des tout gentils et il faut des tout méchants. Et les Moudjahidines étaient forcément dans le camp des tout gentils. Des tout méchants, pardon. Des tout méchants. Voilà. Et il faut savoir, et là aussi la grande presse le révélait au fur et à mesure des choses, il faut savoir que toutes les informations qui transparaissaient, par exemple, de la guerre du Golfe, on savait que c'était l'armée américaine, les services de presse de l'armée américaine qui contrôlaient absolument toutes les informations. Rien ne pouvait filtrer qui n'était passé par la moulinette de la censure. On parlera de la censure tout à l'heure. Et par conséquent, le grand public que nous sommes, nous savions que toutes ces informations étaient fausses. Nous savions qu'un certain nombre de bombardements étaient en fait des visions de studio, des visions de cinéma en quelque sorte. Hein, et malgré ça, la plupart des gens passaient toute leur journée, si ce n'est pas toute leur nuit, devant la télévision. L'autre jour, je parlais avec une brave femme qui me rappelait les attentats, enfin, etc. Elle me disait « Oh, je suis resté à la télévision jusqu'à 5 heures du matin. » Je lui ai dit « Avez-vous eu la curiosité de chronométrer les séquences différentes qui vous présentaient les lieux de l'attentat, enfin, etc. » Sur ces séquences, il y avait très exactement 17 minutes d'information, en quelque sorte. En tout cas, d'images nouvelles. Tout le reste, c'est du replay, du replay, du replay, du replay. On voit les choses 10 fois, 50 fois, 1000 fois. Ça a été comme ça pour les attentats du 11 septembre, si vous vous souvenez bien. Il y a des gens qui ont passé 3 jours devant leur télévision, alors qu'on voyait toujours systématiquement les mêmes photos. Et qu'aujourd'hui, grâce à la commission d'enquête Warren, qui est une désinformation absolue, aujourd'hui, on sait en plus qu'un certain nombre de ces vues étaient des vues de studio. C'est-à-dire des vues qui avaient été pré-enregistrées en quelque sorte. Parce que on sait que les équipes de la télévision, CNN, etc., des télévisions américaines, étaient, ça il y a beaucoup de questions encore à poser là-dessus, mais étaient prépositionnées 48 heures avant les événements du 11 septembre, 48 heures sur les terrasses des différents gratte-ciel qui étaient autour, et qu'un certain nombre de ces vues, que nous avons vues en répétition,
à plus soif ont été en fait organisés en studio. Voilà. Pour des événements aussi extraordinaires, si vous avez encore la mémoire du premier homme marchant sur la Lune, alors je ne contesterai pas tout ça, c'est un autre débat. On ne parle que du traitement médiatique des choses. Mais le premier homme marchant sur la Lune, si vous en avez le souvenir, moi j'ai revu les bandes, on s'aperçoit que le LEM va atterrir, et tout d'un coup, il y a 45 minutes de noir. Pendant 45 minutes, nous n'avons plus... Et le journaliste nous dit « Oh, que se passe-t-il allô, la Lune, où êtes-vous ?» etc. En fait, il se trouve que le LEM n'a pas pu atterrir à cet endroit-là pour des raisons très précises. Alors, je ne vais même pas rentrer dans le détail, parce qu'on va me dire que je suis révisionniste. Et il se trouve qu'on a refait décoller le LEM pour aller atterrir 5 km à côté. Bien. Vous regarderez sur les différentes rapports de commissions d'enquête, etc., sur les médias américains, ils en parlent. Et il se trouve que je ne sais plus quel cosmonaute, quel spationaute, a fini par avouer qu'un certain nombre des vues qui ont été présentées en direct étaient en fait des vues de studio, parce qu'ils avaient peur, effectivement, qu'il y ait des coupures de transmission, et par conséquent, ils avaient pré-enregistré, pré-filmé un certain nombre de vues. Ce qui fait que, pour les plus observateurs, on s'aperçoit que les ombres portées, en principe, par le soleil sur les personnages et sur le LEM, les ombres sont contradictoires entre le premier plan et le deuxième plan. Voilà. Donc ça veut dire, alors, on ne conteste pas que le premier homme soit bien un Américain et qu'il soit arrivé sur la Lune. On expliquera les traces de chenillettes que le LEM avait découvert, qu'ils sont obligés de changer de place, mais tout ça finira par se dérouiller. En attendant, ça fait quand même, moi je n'analyse que le fait de cette désinformation majeure qui fait que le monde entier a vu le premier Américain se poser sur la Lune, alors que toute ou partie de ce film était une manipulation qui avait été réalisée en studio. Donc, en un mot, on le sait ou au moment de l'événement ou un peu après, mais le public, le grand public, parvient à savoir finalement s'il a affaire à une manipulation ou si elle a affaire véritablement à de l'information. Alors, qui contrôle l'information? On ne peut que se poser la question face à ces événements. Qui choisit de nous montrer telle ou telle situation plutôt qu'une autre? Et alors là encore, si vous faites l'expérience pendant vos vacances, il faut avoir un peu de matériel, il faut avoir 2 ou 3 magnétoscopes, ça existe encore. Et puis, vous voyez, vous lisez le Parisien du matin, et vous avez le déroulement des journaux, des journaux télévisés de la journée. Mieux encore, vous savez que les conférences de rédaction dans les chaînes de télévision ont lieu à 9h30 le matin, où là, on décide des sujets qui vont être traités, et s'il y a des sujets d'actualité brûlante, il y a une deuxième conférence qui a lieu généralement à faire 16h, 16h30, et à 16h30, on décide vraiment, on a eu le temps dans la journée de préparer les sujets télévisés, on a eu le temps de chercher dans les archives, éventuellement d'envoyer des équipes pour faire le film, et à 16h30, on fait la vision finale, le chemin de fer final, pour employer un terme de presse écrite, de façon à présenter le journal télévisé du soir. Alors, le Parisien du matin vous donnera le programme du JT du soir, du midi et du soir, et le Monde de 17h vous confirmera. Et si vous regardez bien le temps de traitement de l'information, appelons ça encore de l'information, eh bien vous vous apercevez que quelle que soit la chaîne, privée, publique, etc., vous avez le même timing, en quelque sorte, pardon, c'est un mot anglais, et vous allez avoir à peu près le même temps de passage. Et puis tout ça va être noyé dans du dérisoire. C'est-à-dire que le journal télévisé n'est plus vraiment un journal, c'est plutôt un magazine, parce qu'à l'intérieur, on va vous annoncer une grande manifestation avec des incidents, le viol d'une petite fille, le fait que tel chef a obtenu une étoile supplémentaire au Michelin, et puis tout d'un coup, on va vous annoncer qu'on a découvert un truc tout à fait nouveau sur la vie sexuelle des coléoptères, et puis, voilà, c'est-à-dire qu'on va vous faire, on fait changer, on fait en sorte de traumatiser, j'allais presque dire, les neurones, de façon à aller d'informations importantes, d'informations graves, souvent, parfois tragiques,
vers le dérisoire, vers l'amusement, le divertissement, etc. Et on finit naturellement dans la partie magazine par le dernier concert du dernier Chantrolon de passage qui va vous régaler de sa musique de fou. Et voilà. Donc, on va morceler cette présentation de, appelons ça toujours l'information, peut-être entre guillemets, on va morceler ça de façon à décérébrer le public. Alors, je vais... voilà, donc, je disais tout à l'heure, le contrôle des moyens de communication fait aujourd'hui partie intégrante du pouvoir politique et économique. Pour en avoir la preuve, je vous prie de vous reporter aux parutions de Polémia et de Yves Le Gallou, qui fait un travail absolument extraordinaire. Alors je ne sortirai que quelques citations de personnalités donc, qui sont chargées de nous informer, qui sont véritablement les personnes qui dirigent l'information. Alors par exemple, le président du Parlement européen, un élu du PS, dit « En démocratie, ce sont les médias qui contrôlent le pouvoir ». Voilà, ça c'est Martin Schulz. L'information équilibrée en démocratie n'existe pas. C'est une ancienne ministre, Malika Sorel de Sarkozy, qui le dit. Nous avons affaire en permanence à des mini-coups d'État de l'information. Le contrôle, donc, des moyens de communication fait partie du pouvoir politique et économique. Et on sait très bien qu'une poignée de consortiums géants possède l'ensemble des moyens de communication, contrôlant les masses médias de toutes sortes. C'est-à-dire qu'ils contrôlent les journaux, on peut encore parler d'un peu d'information, la télévision, mais ils contrôlent également le cinéma. Ils contrôlent les productions de disques, les parutions de livres. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent ainsi le contenu de l'information sur l'ensemble de la culture et influencent naturellement en fonction de leurs intérêts et en fonction de leurs idéologies. Au profit toujours, ça vous pouvez en être sûr, d'une mondialisation qui autorise un marché ouvert et sans contrôle des peuples naturellement. Alors, où en est là la liberté de la presse, la liberté du journaliste? On sait très bien que, par sondage certes, mais 96% des journalistes lors de la dernière élection présidentielle a clairement annoncé qu'ils votaient à gauche. Voilà. Et je crois savoir, par quelques amis, jeunes amis qui sont dans les écoles de journalistes, que les quelques-uns qui ont dit qu'ils voteraient à droite ne sont pas restés très longtemps sur les listes de ces écoles de journalistes parce qu'on s'est arrangé pour leur trouver des notes qui ne convenaient pas. L'évolution technologique, le développement des réseaux numériques n'échappe pas à l'appétit de ces entreprises soutenues par des gouvernements qui distribuent les mannes financières, publicitaires et subventions et qui ont tout intérêt à contrôler étroitement ces sources d'information, plus que étroitement, puisque par le système de subventionnement, on sait très bien que toutes les télévisions... Grand slogan de Wilson pour son élection aux États-Unis en 1916, c'était « La paix sans la victoire ». Or, si on revient à l'époque, on s'aperçoit que la population des États-Unis était une population très pacifique. Elle n'avait aucunement l'intention d'aller se battre pour des pays d'Europe qu'elle était quasiment incapable de situer sur une carte. Par conséquent, il n'y avait aucune raison de rentrer en guerre. Alors, les financiers, naturellement, qui soutenaient Wilson, eux avaient une toute autre vision de l'histoire. Et par conséquent, Wilson a créé une commission gouvernementale de propagande. C'est comme ça que la chose s'est appelée. Commission gouvernementale de propagande. La commission Krill. En 6 mois, ce peuple pacifique ne pensait plus qu'à en découdre avec les Allemands, dont je rappelle beaucoup étaient leurs cousins germains, quand même, entrer en guerre et naturellement sauver le monde. Car la présentation qui est faite est toujours une présentation éminemment positive des choses. Comme disait le frère tout à l'heure, la désinformation, la propagande, la manipulation consiste à vous faire accepter des décisions, des prises de position, des opinions que jamais, par votre propre analyse, par votre propre intelligence, vous n'auriez acquiescé.
Donc, en 6 mois, le peuple américain a décidé d'entrer en guerre pour sauver le monde. Alors, tout ceci a été évidemment très étudié par des experts, psychologues, sociologues, des intellectuels comme John Dewey, philosophe et pédagogue du pragmatisme, qui était fier de compter, c'est sa dénomination elle-même, c'est lui-même qui raconte ça, en disant qu'il compte, lui, dans son élite, parmi les membres les plus intelligents de la société. Ça veut dire un peu la mégalomanie de ces gens. Et ils matraquèrent les populations avec des révélations montrant l'horreur des atrocités allemandes en Belgique. Alors ils ont montré, et ça vous rappellera d'autres choses beaucoup plus contemporaines, les Allemands par exemple se faisaient un malin plaisir d'arracher les bras des bébés. Voilà. Et avec moult récits, avec des images, bien sûr, c'était des photographies à cette époque-là, des montages sans aucun doute, bien sûr. Et en tout cas, c'était comme ça. Et là-dessus est venu le coup de main de l'allié, les Anglais, et le premier ministre anglais de l'époque, qui se faisait fort de, j'ouvre les guillemets, manipuler la pensée de la plus grande partie du monde. Voilà. Donc là, on est véritablement dans un système qui annonce clairement la couleur. Une commission qui va être chargée de la propagande, de façon à modifier l'état d'esprit d'un peuple entier qui, en 6 mois, alors qu'il ne voulait absolument pas y aller, parce qu'il ne savait même pas situer ce pays, enfin l'Europe en général, en 6 mois de temps, il n'avait qu'une hâte, tous les GI se sont engagés pour venir sauver le monde. Le journaliste de l'époque, Walter Lippmann, développe donc, il théorise les choses dans une théorie progressiste de la pensée démocratique libérale. On reviendra sur le terme de démocratie dans un instant. Qu'il définissait lui-même comme une révolution dans l'art d'exercer la démocratie pour fabriquer le consentement, c'est-à-dire pour obtenir l'adhésion de la population à des mesures dont elle ne veut pas. C'est très exactement la définition qu'on donnait tout à l'heure. Il ajoutait « Le bien commun est une notion qui échappe complètement à l'opinion publique ». Et là, je vous renvoie à cette étroite parenté avec la conception de Lénine qui déclarait vouloir conduire les masses stupides vers un monde que leur incapacité de comprendre les empêche de concevoir. C'est-à-dire qu'on est parfaitement dans le léninisme le plus pur. Et je vous rappelle que là, nous étions, Walter Lippmann, on est aux États-Unis quand même. Hein. La seule différence avec un État totalitaire, c'est que de temps en temps, c'est toujours Lippmann qui parle, c'est que de temps en temps, et sous des conditions précises, on va demander au troupeau dérouté, c'est nous, de désigner, entre guillemets, celui que nous voulons pour chef. Fermez les guillemets. Ça s'appelle une élection. Voilà. Et à la suite des élections, il est bien évident que nous sommes censés redevenir de simples spectateurs. Alors ce Lippmann, qui n'avait pas la langue dans sa poche et qui disait les choses très clairement, puisque, je vous dis, tout ceci a été théorisé et paru. Alors pour lui, sa grande phrase, en exergue de beaucoup de ses articles, c'était « La propagande est à la société démocratique ce qu'est la matraque à l'État totalitaire ». Voilà. Donc il y a un certain nombre d'aveux comme ça, qui sont faits spontanément par ces gens-là, et malgré ça, le peuple américain a décidé de partir en guerre. On verra d'autres événements un peu plus tard. Et il y a pour ceux qui prétendent diriger une condition à cette élection dont je parlais tout à l'heure, c'est évidemment se mettre au service des gens qui possèdent le pouvoir réel, c'est-à-dire ceux qui possèdent la société. Quand vous lirez les articles sur les primaires prochaines, qu'elles soient de gauche ou de droite, vous repenserez peut-être à cette condition donc à l'élection, c'est bien évidemment pour les futurs candidats de se mettre au service des gens qui possèdent le pouvoir réel. Un autre gourou de l'administration américaine, l'administration Kennedy, un peu plus tard, celui-ci, George Kennan, alors lui, il était chargé de diriger les planificateurs de la politique mondiale dans le cadre du secrétariat d'État américain entre 1948 et 1949. Alors, il déclare, ouvrez les guillemets, « Ceux d'entre nous qui possèdent la faculté de raisonner doivent créer des illusions nécessaires et des simplifications abusives, mais émotionnellement convaincantes, pour maintenir plus ou moins dans la bonne direction
les simples esprits naïfs. Voilà. Les simples esprits naïfs, vous avez deviné, c'est nous. Dans ce projet de domination des masses, un chef de file des sciences politiques américaines, qui s'appelle Harold Laswell, écrit lui aussi, « Dans un État policier ou totalitaire, il suffit de brandir une matraque au-dessus de leur tête et de leur en asséner un bon coup s'ils s'écartent du droit chemin. Cependant, à mesure qu'une société devient plus ou moins libre et se démocratise, on est forcé d'abandonner cette opinion. Il faut donc recourir aux techniques de la propagande. La logique est très simple. » Alors, les techniques de la propagande, je vous ai cité celle de 1916 avec le président Wilson, qui a été élu, naturellement, aux États-Unis. Mais il faut se souvenir, pour parler d'histoire, de Pearl Harbor. Souvenons-nous que Roosevelt, par le service de renseignement américain, était parfaitement au courant de l'attaque japonaise. Non seulement au courant, mais il avait donné ordre à la marine américaine, à Pearl Harbor, de dégager les pièces les plus modernes, les porte-avions les plus modernes, qu'on a mis à l'abri dans le Pacifique. Et il y a eu 2600 morts, côté américain. 2600 morts, ça vous rappelle un chiffre? 2847 du 11 septembre. Bien. Donc 2600 morts de jeunes Américains qui étaient à Pearl Harbor, eux sans le savoir naturellement, et qui sont morts dans cette affaire, alors que les États-Unis savaient, le président des États-Unis savait pertinemment que l'attaque allait avoir lieu, il avait l'heure, etc. Alors après, on peut parler de l'Afghanistan. J'évoquerai tout à l'heure Zbigniew Brzezinski, naturellement, qui est le conseiller de tous les présidents des États-Unis, encore aujourd'hui, alors qu'il est né en 1928. Zbigniew Brzezinski qui organise, alors il a changé d'avis 50 fois dans sa carrière politique, mais enfin, c'est quand même lui qui a organisé la réaction soviétique en Afghanistan. C'est-à-dire qu'il a fait monter, c'est lui qui a fabriqué Ben Laden, il a fait monter les moudjahidines musulmans de façon à ce que les soviétiques, qui protégeaient le gouvernement de Kaboul, soient obligés d'intervenir. Voilà. Et donc là, ça a été une manipulation extraordinaire, puisque l'Union soviétique s'est considérablement affaiblie, avec tous les problèmes de politique intérieure compte tenu du nombre de victimes dans les forces soviétiques. Le gouvernement, enfin les gouvernements communistes ont certainement perdu leur hégémonie en Union soviétique à la suite de l'affaire d'Afghanistan. En tout cas, ça a été un élément déterminant. Et puis les printemps arabes, dont on sait très bien aujourd'hui l'importance des réseaux sociaux, de Google, etc., des informations qui ont été, des désinformations qui ont été données, et du soutien que les frères musulmans ont obtenu de la CIA. Alors évidemment, après, les alliances, je ne rentre pas dans le détail, puisqu'on ne parle que de la manipulation médiatique. Alors, je reviens, si vous le voulez bien, quand même, sur les définitions de la démocratie, parce qu'on a entendu, tous ces gens-là font partie, je vous rappelle, de la plus grande démocratie du monde, ce sont les États-Unis. Bien. Alors, il faut, je crois, repréciser un peu les définitions. Tout simplement parce que nos modes de gouvernement, nos gouvernants n'ont pas tout à fait la même définition que nous. Il est bien évident que le terme de démocratie, si vous regardez dans le dictionnaire, c'est le gouvernement par le peuple pour le peuple. C'est en tout cas le pouvoir qui appartient à l'ensemble des citoyens lorsque dans l'État, le peuple est encore, CORPS, à la souveraine puissance. Ça, c'est la définition de Montesquieu. Et puis, j'ai regardé dans mon dictionnaire, et le dictionnaire poursuit d'ailleurs, d'une façon assez bien vue, j'ouvre les guillemets, toutefois, il ne faut pas confondre démocratie, qui se réfère au contenu réel du régime, et république, qui désigne une forme particulière des institutions. On peut concevoir une république qui serait non démocratique, si le chef de l'État empêche le contrôle des citoyens, par exemple. Si ça... le 49.3. Et il existe des monarchies démocratiques. Ça, c'est la définition du dictionnaire. C'est la définition que le Vulgum Pecus entend. Un homme, une voix, je vote, une majorité se dégage. On élit donc un gouvernement qui va élire
enfin un président de la République en France, qui va élire un gouvernement, qui va désigner un gouvernement, etc. Mais dans l'acceptation de ces fameux gouvernements, c'est pas du tout la même chose. Pour ces gouvernements, la démocratie, et on le constate tous les jours aujourd'hui, ça signifie le peuple, une fois qu'il a voté, doit être exclu de la gestion des affaires qui le concernent, et les moyens d'information doivent être étroitement et rigoureusement contrôlés. C'est celle qui prédomine aujourd'hui, c'est cette définition qui prédomine aujourd'hui dans la plupart des pays occidentaux. Et c'est là l'importance évidente de l'information, de la désinformation, de la propagande, puisque cette désinformation va avoir pour rôle d'enfermer le peuple dans un magma de pseudo-information, de façon à ce qu'il n'ait plus du tout envie de contrôler quoi que ce soit de ce que font nos gouvernants. En un mot, on les élit une fois, ils sont au pouvoir, à partir de ce moment-là, ils font strictement ce qu'ils veulent. Et avez-vous dans votre entourage un député qui, de temps en temps, avant de voter, sans avoir lu les textes la plupart du temps, regardez les questions, enfin le mercredi ils sont là à la Chambre parce qu'il y a la télévision, mais regardez les autres débats, la plupart du temps, ça se fait avec 10 personnes dans la salle. Un député me racontait un jour, un jeune député, me racontait un jour l'aventure qui s'était produite et qui a coûté très cher aux contribuables. Vous savez que dans la Chambre des députés française, on vote par clé. Sur chaque pupitre, il y a une clé, donc ça débraye le système, et là, on appuie sur le bouton oui, non, abstention. Or, il se trouve que la plupart des votes se font la nuit, et les votes sont bloqués. C'est-à-dire que le président de séance décide que pour la loi numéro tant, il y a 5 députés, ou 6 députés dans la salle, dans l'hémicycle. La loi numéro tant, on vote pendant, allez, messieurs, 5 minutes, ça vous va? Très bien. Et là, on voit le plus jeune député du groupe, le puni, quoi, en un mot, qui met ses baskets et qui doit faire, suivant l'importance du groupe, tous les pupitres, tourner la clé, appuyer, tourner la clé, appuyer, etc. Bien. Et puis un jour, il y a un de ces députés qui avait un groupe nombreux, c'était un député de l'UMP, qui a eu le malheur de se casser la cheville en dérapant dans les couloirs. Alors que croyez-vous qu'il advint? Eh bien, la loi de l'opposition, la proposition de l'opposition est passée, naturellement, puisqu'il n'a pas eu le temps de voter. Bien. Et on a fait venir le SAMU. Et là, horreur, on s'est rendu compte que les brancards du SAMU ne passaient pas entre les travées. Alors, que croyez-vous qu'on fit? Eh bien, on a refait l'hémicycle. Ça a coûté une fortune, naturellement. Car on a refait l'hémicycle de façon à ce que la prochaine fois, le brancard aux normes européennes X20 de 375-22 puisse passer entre les travées de l'Assemblée nationale. Alors maintenant, une fois définie réellement la démocratie d'après nos gouvernants, il faut utiliser les moyens de cette désinformation. Alors quels sont-ils? Les moyens, ce sont tous les moyens qui permettent d'informer ou de désinformer le public. Mais évidemment, quand je dis informer, vous imaginez bien qu'on est à contrario, au contraire, dans un système qui doit à tout prix éviter que les gens puissent s'informer réellement ou puissent s'organiser simplement. Et là, parce qu'on sait qu'un individu n'a pas les moyens de réagir contre un État. D'où les mesures isolant, parfois sans en avoir conscience d'ailleurs, y compris par nos personnels politiques, isolant les personnes. Le but de toute cette opération va être pour les gouvernants de briser les corps intermédiaires. Alors il y a eu, déjà depuis la Révolution, la suppression des corporations, par exemple, les lois Le Chapelier, qui ont laissé le futur prolétariat dans une inorganisation totale, ce qui a permis effectivement tous les abus de la révolution industrielle de l'époque. Briser les corps intermédiaires, briser les syndicats. Bien. On sait aujourd'hui que la représentation syndicale en France est absolument dérisoire. 6%. La plupart des patrons préfèrent payer les cotisations aux centrales de façon à acheter la paix sociale. On sait que depuis 1945, des centrales syndicales
sont chargés par les gouvernements, naturellement, de 1945, en même temps qu'il y a eu les nationalisations de l'EDF, de la SNCF, etc., enfin des chemins de fer à l'époque, les syndicats ont été brisés de façon à ce qu'il n'y ait plus véritablement de ressources de défense du travailleur, du salarié. Si par hasard, certains d'entre vous sont syndiqués, vous observerez que les syndicats montent très vite au créneau pour les grandes opérations nationales, mais que dans les entreprises, le fait syndical n'existe quasiment plus. C'est-à-dire que les conventions collectives ne sont quasiment plus discutées, ou très peu, que la plupart du temps, aujourd'hui, compte tenu de la crise, les syndicats sont prêts à accepter n'importe quoi, y compris des choses qui sont limites hors la loi, d'après les lois, je ne parle pas de la future loi du travail, mais du Code du travail, ancienne mouture. Et puis, naturellement, il faut détruire ce qui est la cellule de base de la société, c'est-à-dire, et ça on l'a vu depuis 4 ans, c'est-à-dire un homme, une femme créant un enfant, ça s'appelle une famille. Et par conséquent, on sait que la famille est le cœur des solidarités de notre société. Donc il faut détruire encore cette famille. Et naturellement, toutes les présentations qui vont être faites par les médias, qui sont payés par le pouvoir, stipendiés par le pouvoir, toutes ces présentations sont très positives, puisqu'il s'agit toujours de défendre des libertés. Des libertés individuelles, auxquelles nous sommes tous attachés. Alors, il y a une très belle analyse de Béatrice Bourges, d'ailleurs, qui analyse le féminisme à cet égard. Et elle dit que c'est un excellent exemple, puisque le féminisme est un mouvement de libération de la femme. Bon. Mais associé à d'autres grandes idéologies, qui, elles, sont l'expression de la déstructuration de l'être humain, en vue d'engendrer un homme nouveau. Mais ça, c'est pas dit, naturellement. On va vous présenter, effectivement, la libération de la femme. La femme a quand même le droit de faire ce qu'elle veut de son corps, enfin, etc. Bien. Donc, on va désancrer la société et la famille du réel, et un homme sans religion, dans le cadre général, un homme sans relation, c'est un homme également sans religion. Religere, c'est relié. Bon. Sans identité, sans patrie, ça on a vu le poids de l'Europe là-dessus, en fait, un numéro. On va transformer l'individu en un numéro. Or, ça c'est Béatrice Bourges qui continue cette analyse, or une personne a une double relation, horizontale bien sûr, celle qui le lie à l'autre, celle qui le lie à la société, et une dimension, une relation verticale qui le porte vers ce qui est plus grand de lui, vers la transcendance, qui d'abord l'enracine dans sa terre, et qui, dans son histoire, dans sa tradition, et qui naturellement l'élève. Symboliquement, je vous ferai remarquer que ce mouvement horizontal et ce mouvement vertical, c'est la croix. Bien. Un individu coupé de ces deux relations est atomisé, centré sur lui-même. Il devient un individu. Et si dans le même temps on démolit la famille, les corps intermédiaires, le rapport à la terre, on le coupe suffisamment des autres pour qu'il dépende pour sa survie et sa sécurité du seul État. C'est l'État qui prend en charge le numéro qui est devenu l'individu. Et le féminisme, je continue Béatrice Bourges, a été inventé pour cela, car la femme est l'obstacle principal à la réalisation de ce programme par la mission qu'elle remplit avant et après la naissance de l'enfant. Parce qu'elle est le lien charnel entre la personne et la société. Je trouve que c'est assez bien vu. C'est la raison pour laquelle vous n'entendrez plus Béatrice Bourges à la télévision, naturellement, ni sur les radios. Elle est sur les réseaux sociaux. Le but est alors de faire en sorte que les gens restent assis devant leur poste de télévision, isolés les uns des autres, et de se mettre dans le crâne le message qui leur est délivré, que la seule ambition respectable dans la vie est d'acquérir davantage de biens matériels, merci la publicité, ou de vivre comme ces people qu'on nous montre à la télévision, d'où l'acharnement à détruire tout ce qui peut élever l'homme par l'éducation, la culture, la spiritualité. Et là-dessus intervient un phénomène qui est pernicieux, naturellement, que j'appelle la nouvelle censure. Et la nouvelle censure, en fait,
le principe de base dans nos sociétés dites démocratiques, dans nos sociétés modernes, consiste à ce qu'il n'y ait pas de censure. Dès qu'il y a le moindre événement ou le moindre doute de censure, vous entendez toutes les grandes âmes qui montent évidemment au créneau à ce moment-là. Donc, les bases de cette censure moderne consistent à noyer les informations essentielles dans ce déluge d'informations dont on parlait tout à l'heure, informations insignifiantes, diffusées par une multitude de médias au contenu semblable. Cela permet à la nouvelle censure d'avoir toutes les apparences de la pluralité et de la démocratie. Toute la subtilité réside dans l'absence de censeur, remplacée par la loi du marché ou la loi de l'audience. Regardez je crois, enfin je ne suis pas trop au courant, mais enfin on en parle tellement, dès qu'un présentateur de télévision a plus de 50 ans, s'il ne convient plus, parce que l'audience a baissé de 2 points, hop, on le remplace, on en met un autre à la place, et on va booster l'ambiance par des publicités, par une émission avant qui va attacher le public, ou par une émission après qui va l'intéresser, du coup, et artificiellement, ce jeune nouveau va avoir tout le succès qu'on lui souhaite. Alors, l'audience, avec un coût de production très réduit, et c'est comme ça qu'on a des émissions insipides, voilà. Le sommet, je vous parlais de l'interview du chef cuistot pendant les sommets internationaux, etc. Ça, ce sont des choses qu'on a vues à la télévision. Hein. On peut détailler, d'ailleurs, c'est toujours très intéressant de voir, je vous dis, il m'est arrivé de le faire pendant les vacances, d'enregistrer tous les journaux télévisés et de chronométrer véritablement chaque séquence en fonction du sujet qui était traité. Voilà. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, les sujets sont tous les mêmes, et c'est traité à peu près dans les mêmes temps. Voilà, quelle que soit la chaîne que l'on regarde. Tous les psychologues et les spécialistes des neurosciences, et aujourd'hui on a progressé, savent que la mémorisation des informations par le cerveau se fait d'autant mieux que ces informations sont présentées de façon structurée et hiérarchisée. Et les journaux télévisés font exactement le contraire, en enchaînant les sujets hétéroclites et d'importance inégale. Une population amnésique est beaucoup plus facile à manipuler. Et alors là, évidemment, les exemples abondent. On pourra en parler tout à l'heure dans les questions si vous voulez, mais en fait, presque toutes les informations qui sont traitées aujourd'hui tiennent de cela. Voilà, c'est assez ahurissant, mais c'est comme ça. Et alors, malgré tout ça, parce qu'il faut quand même avoir une vision un peu moderne et positive de tout cela, car malgré tout ça, malgré un plan psychologiquement et socialement bien organisé, bien ficelé, et bien malgré ça, il y a encore des insoumis. Il y a encore des gens qui réfléchissent encore un peu, qui analysent encore un peu les choses. Je pense que si vous êtes ici, d'ailleurs, je ne fais pas de flagornerie, mais je pense que vous faites partie de ce petit troupeau, le troupeau perturbé, là, comme il nous disait tout à l'heure. Et peut-être d'abord parce qu'il y a aujourd'hui, même à l'intérieur des médias, on commence à entendre un certain nombre de ce qu'on appelle aujourd'hui les lanceurs d'alerte. Parce qu'il faut bien les classer, il faut les mettre dans une catégorie. Alors des hommes et des femmes qui réfléchissent encore un peu, qui relient les événements les uns aux autres. Lors de la dernière causerie, je vous avais dit que ce qui est très intéressant, c'est de constater, quand on épluche un peu la presse, de constater que même les informations qui constituent des désinformations sont quasiment toutes révélées dans les journaux, presse écrite. Quasiment toutes révélées. Mais qu'il fallait aller à la pêche, dans différents canards, différentes sensibilités, et surtout les informations de base, celles qui constituent véritablement le fil qui va permettre de dérouler la plotte. Alors là, il faut aller les chercher dans les résultats des courses, à la page 25, dans une toute petite annonce de 4 lignes, où là, vous allez découvrir que, ah, mais cet événement-là, si je le relis à la première page et si je le relis à ceci, alors évidemment, tout c'est clair. Mais si vous n'avez pas ces 4 lignes, le reste, c'est un brouet pour chat. C'est-à-dire qu'on n'a pas le fil qui permet de dérouler. C'est très exactement ce qui s'est passé, par exemple, pour une affaire dont on a beaucoup parlé en France, c'est l'affaire du Rainbow Warrior. Bien. On a appris toutes sortes de choses. Les journalistes ont bien été obligés de balancer à peu près ce que le ministère de la Défense pouvait leur dire, et le ministère des Affaires étrangères. Et puis, il manquait toujours le maillon qui permettait de décrypter un petit peu les choses. Mais enfin, qu'est-ce qui a pu se passer?
C'est bien nos agents qui ont fait ça, pourquoi ils l'ont fait? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de faire ça? Et en fait, petit à petit, j'en dis pas plus ce soir parce que c'est pas le but de révéler les choses. Enfin, on pourra en parler dans les questions si vous voulez. Mais en tout cas, c'est comme ça que les choses sont révélées. Donc si vous attaquez la presse en disant « vous nous dites rien, vous nous trompez », ah non, pas du tout, on vous l'a dit. Ah, c'est vrai, il faut aller le chercher. Bien. Donc, des lanceurs d'alerte relient les événements entre eux, relient les programmes politiques. Vous avez sans doute entendu parler des manifestations, surtout des jeunes, mais même des adultes, au sujet de la nouvelle loi travail. Savez-vous combien y en a-t-il qui l'ont lu? Bien. Lors du pas du débat, d'ailleurs, du vote sur le traité européen, le traité de Maastricht. Il se trouve que j'avais un ancien professeur de droit constitutionnel qui m'avait encore un peu à la bonne, on s'écrivait pour nos vœux, et il a été demandé donc à l'Assemblée nationale pour organiser 2 sessions de 6 heures pour l'ensemble des personnels de l'Assemblée nationale pour pouvoir expliquer ce fameux traité de Maastricht. Alors, nous l'avons tous eu, parce qu'on l'a reçu par la poste, ça a coûté là encore un bras à la République, donc à nous, et ce traité était, si vous avez eu la curiosité d'essayer de le lire, parfaitement illisible. Pourquoi? Parce qu'il y avait des renvois permanents à des documents qu'on ne connaissait pas. Quand on allait sur Internet pour essayer de les trouver, les références n'étaient pas valables. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment, on nous a pris pour des glands comme d'habitude, c'est-à-dire que c'était illisible. Et voilà ce professeur de droit constitutionnel qui me dit « Est-ce que ça vous intéresse ?» Ah, je dis « Oui, ça m'intéresse beaucoup. » On se retrouve donc dans un des amphis de l'Assemblée nationale. Et là, il commence par faire son discours en disant « Nous sommes entre nous, mesdames et messieurs. Alors, écoutez, curiosité. Qui appelle à voter pour le traité ?» Donc, tout le monde lève la main. On était pas loin de 400 dans l'amphi. Tout le monde lève la main. Nous étions 2 à ne pas lever la main. Voilà. Qui vote contre? On était 2. Ah bon? Alors évidemment, ouh, bis, bon, etc. Et deuxième question, qui a lu le traité? Voilà. Alors nous étions 2. Voilà. Donc on suit les cours, fort intéressants d'ailleurs. Je soupçonne ce prof, il était très neutre. Enfin, je le soupçonne de ne pas être tout à fait... Il n'a pas dû le voter, lui. Toujours est-il qu'à la fin de cette session, on a quand même été pas loin de 12 heures en 2 jours ensemble, et il repose la question. Mesdames et messieurs, après cette explication, qui appelle à voter? Eh bien, il n'y en avait plus. Voilà. Et naturellement, le soir, à la télévision, tout le monde appelait à voter. La discipline républicaine oblige. Bien. Alors, je continue. Ça, c'est anecdotique. C'est donc ces lanceurs d'alerte. Certains l'ont payé de leur vie, d'ailleurs. D'autres ont subi de véritables assassinats médiatiques ou fiscaux. Car ça, taper au portefeuille, ça marche toujours. Et devant l'ampleur du phénomène, si vous avez suivi la presse il y a quelques jours, on s'aperçoit que, et devant la qualité des enquêtes de ces gens-là, il y a à boire et à manger aussi, enfin, devant la qualité des enquêtes, Normal Premier lui-même, notre ami Normal Premier, a déclaré vouloir protéger ces lanceurs d'alerte. Alors, dans le langage de la socialie moderne, protéger les lanceurs d'alerte, c'est évidemment les contrôler. Voilà, on ne va plus les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire. Bien. Donc, en effet, ces lanceurs sont très souvent libres et dénoncent les agissements et les personnes qui, aujourd'hui, prétendent vouloir les protéger. Donc, on sait très bien ce que ça va vouloir dire dans l'avenir. J'ai eu l'occasion, moi, à la Radio Courtoisie, de recevoir à plusieurs reprises de véritables lanceurs d'alerte, et je peux vous dire que certaines d'entre eux, ont eu un sort peu enviable. On n'en dira pas plus, parce que il n'y a rien de prouvé jamais, naturellement, puisque pour que ce soit démontré, il faut qu'il y ait un dépôt de plainte, il faut qu'il y ait un procureur qui commande une enquête, voire une autopsie, enfin, etc. Et ça, naturellement, ça n'aboutit jamais, il faut se rassurer. Bien. Pour mobiliser la foule, tout en évitant qu'elle réfléchisse trop, donc, il faut aussi, c'est le deuxième moyen, il faut l'effrayer. Voilà. Donc, il faut fiche la trouille aux gens. Parce que quand on a peur, on a tendance à ne plus réfléchir tout à fait de la même façon. On ne contrôle pas nos émotions de la même façon. Alors, cette
l'effraiement en quelque sorte des masses a été utilisé à plusieurs reprises et théorisé en particulier au moment de la guerre du Vietnam. Ça s'est d'ailleurs appelé, les psychologues ont appelé ça le syndrome du Vietnam, c'est-à-dire effrayer le peuple américain sur ce qui se passait réellement au Vietnam, de façon à ce que l'opinion publique change très vite d'avis. Alors c'était pas très compliqué, parce qu'évidemment les GI se faisaient descendre là-bas par paquet de 10, et évidemment on n'aime pas voir ses enfants, on n'élève pas ses enfants pour les voir disparaître à la guerre, surtout dans des guerres qui, a priori, ne s'expliquent pas toujours pour des raisons stratégiques. Alors, par contre, l'effort qui est fait par tous les gouvernements, nous le vivons aujourd'hui en ce moment, c'est inculquer aux gens le respect des valeurs martiales. Voilà. Alors ça, je ne l'invente pas, c'était à l'époque du Vietnam, c'était le Washington Post, qui est pourtant un journal dit de gauche, enfin la gauche américaine, et qui développait ces valeurs martiales. Pour atteindre les objectifs de l'élite, il faudra souvent utiliser la violence et la justifier en magnifiant ces valeurs martiales et non l'inhibition maladive de l'usage de la violence. Globalement, les peuples ne sont pas violents. Voilà. Il y a toujours des éléments, bien évidemment, mais globalement, on sait bien qu'ils ne sont pas violents, mais par contre, on va faire peur. Alors, pour les plus âgés d'entre nous, souvenez-vous ce qui s'est passé pendant les événements d'Algérie, ça s'appelait encore les événements. Souvenez-vous ce qui s'est passé au moment du putsch. Souvenez-vous ce qui s'est passé, le traitement médiatique de ce putsch. Et on n'en était pas à ce qu'on vit aujourd'hui. Souvenez-vous de l'affaire des transistors, par exemple. Alors je sais que c'est en fonction du parti qu'on défend, il y a encore des polémiques à ce sujet-là. Mais n'oublions pas que le gouvernement de l'époque a quand même distribué 30 000 transistors aux jeunes du contingent avec une seule fréquence bloquée, celle de la radio parisienne. Et Radio Alger n'a pas pu diffuser les informations qui concernaient les départements d'Algérie. Alors là, on pourrait épiloguer encore là-dessus, parce que ça a été une véritable... Matériellement, ça a été une véritable affaire de désinformation. Alors, effrayer le peuple, effrayer la masse, et puis naturellement, ça va avec falsifier l'histoire. Alors, on en parlait tout à l'heure avec M. Tandler. Falsifier l'histoire en manipulant l'aspect agressif de certaines personnes. Vous savez que c'est toujours le vainqueur qui écrit l'histoire. Par conséquent, le vainqueur dénonce toujours les turpitudes de l'ennemi, mais ne dénonce jamais les siennes propres. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on fustige les agressions, les destructions menées par les agresseurs redoutables, qui sont tous des monstres. C'est comme ça qu'on a la guerre sous faux drapeau. C'est comme ça qu'on a la guerre zéro mort. C'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, on nous dit que c'est une guerre zéro mort. Zéro mort chez nous, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais chez les autres. En face, qu'est-ce qu'ils ont pris? Qu'est-ce qu'ils ont pris en Irak? Qu'est-ce qu'ils ont pris en Libye? Une guerre totalement inutile, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Or, n'oublions pas que à chaque fois que vous lancez une bombe sur un village, avec les éventuels dégâts collatéraux, vous fabriquez autant d'ennemis potentiels pour demain. Or, la guerre prenant une autre forme aujourd'hui, sous forme du terrorisme, à chaque fois que vous balancez une bombe et que vous tuez 20 personnes dans un village, il y a 100 types qui sont prêts à prendre les armes pour les venger. C'est-à-dire qu'il faut avoir, dans la stratégie globale, il faut quand même savoir ce qu'on fait. Où on parvient à détruire en totalité notre ennemi, c'est-à-dire pas un survivant, ce que la Révolution française, la République française avait voulu faire en Vendée, ou alors on n'est pas tout à fait sûr de les avoir tous, et auquel cas, il faut peut-être favoriser la voie diplomatique, ou ce qu'on appelle les frappes chirurgicales, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Enfin, une frappe chirurgicale sur un village, j'aimerais voir le chirurgien qui travaille. On sait aujourd'hui, par exemple, puisque John Kerry était au Japon, on sait par exemple qu'aujourd'hui, le lancement des bombes atomiques américaines sur le Japon était stratégiquement totalement inutile. Voilà, les Américains le reconnaissent aujourd'hui. Voilà. Alors, ils n'en sont pas à présenter leurs excuses, mais stratégiquement, seulement, il fallait le faire. Car derrière, il y avait tous les intérêts économiques du monde de l'atome, et par conséquent,
je ne porte pas de jugement, je dis simplement, voilà la déformation que nous avons subie. Enfin, qu'on subit encore aujourd'hui. Alors, il y a également, parmi les insoumis, ceux qui réfléchissent encore un petit peu, il y a eu des phénomènes tout à fait extraordinaires depuis 4 ans, qui nous remplissent d'optimisme sur la situation. Ça, qu'est-ce que ça a été? Ça a été le 1,4 million de manifestants pour, et plus peut-être, merci, pour les manifs pour tous. Bon, la manif pour tous, évidemment, la presse nous a présenté ça comme étant les vieux fachos, les traditionalistes qui voulaient lutter contre le mariage homosexuel. Que voulez-vous, ils s'aiment, on ne peut pas les en empêcher. On ne prive rien. Bon, ce qui est vrai, l'homosexualité a toujours existé. Par conséquent, on le constate. Mais c'est autre chose que de constater et de, non pas de protéger, mais de laisser faire, de tolérer en un mot. Et c'est une chose que la société l'organise. C'est tout à fait différent. D'autant qu'il est bien évident que la petite partie mariage homosexuel n'est que la toute petite partie de l'iceberg. Car derrière le mariage homosexuel, il y a évidemment la GPA, il y a d'abord la PMA, que là la science accorde à peu près, les églises sont pas loin d'accorder aussi dans certaines conditions, mais selon le principe d'égalité, il est bien que si un couple femme, un couple lesbien peut avoir de cette façon, grâce à la science, un enfant, les couples homosexuels hommes vont évidemment crier au scandale et à la discrimination. Et ça, c'est la GPA. Et la GPA, c'est déjà une manipulation génétique. Bien. Et puis alors là, après, tout s'en va. Et le président nous a dit, moi vivant, jamais. Donc la justice, aujourd'hui, a décidé que la GPA était tolérée. Puisqu'on va inscrire à l'état civil les enfants nés de GPA. Ça revient exactement à dire que la GPA est autorisée, tout simplement. Alors donc il y a eu ça. Il y a eu aussi les veilleurs. Ces jeunes qui, n'oublions pas, se réunissaient 2-3 fois par semaine, parfois tous les jours, devant le ministère de la Justice, sur la pelouse des Invalides. Et je vous rappelle que, j'y suis allé assez souvent, il y avait parfois entre 3 et 5 000 jeunes, dont vous n'avez absolument pas parlé dans les journaux, vous n'en avez pas entendu parler dans les journaux. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, place de la République. Il y a 300 types ultra-gauche, naturellement, qui se réunissent. On n'entend parler que de cela. C'est ça qui fait trembler le gouvernement aujourd'hui. Ça s'appelle la nuit debout. Bien. Alors, de temps en temps, on dégage. Les veilleurs, 300 arrestations. Les veilleurs, c'était 300 arrestations tous les soirs. Aujourd'hui, après avoir saccagé les centres-villes de Nantes, de Rennes, de Paris, il y a 8 interpellations. Pour le moins qu'on puisse dire, c'est que le traitement médiatique corrobore exactement le traitement policier. Bien. Et financier, naturellement. C'est-à-dire qu'il y a là une connivence absolue. Alors, d'abord, pour se mettre un petit coup de spleen, les actuels et les prochains motifs de rupture, donc de désinformation, pour lesquels il faut être très vigilant aujourd'hui, car aujourd'hui, les motifs de rupture, très souvent, nous sommes en guerre, ne l'oublions pas. On ne fait rien pour cette guerre, hein, ne l'oublions pas non plus. Un peu de renseignement. Enfin, là, aujourd'hui, s'il n'y avait pas la collaboration entre les polices belges et françaises, on aurait eu droit à quelques attentats supplémentaires. C'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre. Hein. Donc, ce qui nous pend au nez, si je puis dire, ce qui inquiète profondément, c'est les millions de personnes qui, aujourd'hui, dans le monde entier, parce que ce phénomène est très général, c'est appliqué en France, mais enfin, malheureusement, c'est pour le monde entier. Des millions de personnes qui tombent en dessous du seuil de pauvreté. Une étude européenne, une étude assez bien faite d'ailleurs, peut-être pour une fois, je ne sais pas, toujours est-il que évalue que la moitié de la population du monde, à l'horizon 2025, vivra dans un bidonville. La moitié de la population du monde vivra dans des bidonvilles. Et aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu les slums de Manille, par exemple, les slums de Manille, c'est entre 12 et 20 millions d'habitants. Et à Manille, il y en a 2. Des bidonvilles comme ça. Bien. Vous imaginez bien que cette population ne va pas rester benoîtement devant sa télévision, car malgré leur pauvreté, malgré le fait qu'ils vivent dans des baraques en carton, il ne faut pas oublier que le premier meuble qu'ils s'achètent, c'est une télévision.
Et ils développent des trésors d'invention, des trésors de bricolage pour amener l'électricité, non pas pour avoir de la lumière ou pour faire tourner un réfrigérateur, pour avoir la télé. Donc ces gens-là, qui vivent dans des conditions absolument dramatiques, n'oublions pas qu'ils vont tomber sous le coup de la désinformation générale. Parce qu'ils vont regarder la télévision à longueur de journée, donc ça à faire. Les salaires réels et le pouvoir d'achat s'effritent partout, dans tous les pays. Ici en France, on ne le voit pas encore, parce que tant qu'on a de l'essence à mettre dans le réservoir pour partir en week-end, on ne se rendra compte de rien. Le jour où on n'aura plus ça, je peux vous dire qu'il y a des gens qui vont s'inquiéter. Les dettes souveraines qui augmentent partout, qui payera un jour ou l'autre? Il faudra bien que cet argent, aujourd'hui c'est irréductible dans tous les pays du monde. Les alliances internationales qui sont floues, qui sont biaisées, contraires aux grands principes que nous défendons. N'oublions pas que la France est la patrie des droits de l'homme. Moyennant quoi, on signe des accords avec l'Arabie Saoudite. Je sais plus, 400 on signe avec la Chine. 2800 mises à mort. Bon. Alors, je ne sais pas. Là encore, je ne juge pas de la politique de la Chine ou de l'Arabie Saoudite. Je dis simplement que c'est totalement en opposition avec les pseudo-valeurs de la République. On ne parle pas de la valeur de la démocratie ni des valeurs de la France. Hein. Les pseudo-valeurs de la République dont on nous rebat les oreilles en permanence. On réaffirme les droits de l'homme, la démocratie, etc. Alors qu'on sait très bien que ça ne correspond plus à rien du tout dans nos alliances internationales. Dans de telles circonstances, il est urgent et impératif de détourner l'attention du troupeau dérouté, puisque c'est le qualificatif que nous avons. Alors là aussi, il y a un moyen très simple. On va mettre les gens devant les matchs de foot. Bien. Je parlais tout à l'heure avec j'en parlerai aussi tout à l'heure d'ailleurs, une association qui s'occupe de la réinsertion, la vraie réinsertion, des jeunes dans les prisons, des mineurs ou des tout juste majeurs dans les prisons. Eh bien, figurez-vous que ces associations qui sont totalement bénévoles, qui font un travail d'une intelligence, d'une pédagogie extraordinaire, avec des succès absolument inouïs, eh bien, ces associations n'ont aucun moyen d'État. Bien. Or, il y a eu un match l'autre jour entre le PSG et... je ne sais plus. Manchester, c'est ça? Et Manchester. Eh bien, il y a la moitié des mineurs de la prison de Marseille à qui on a payé le TGV, aller-retour, la chambre d'hôtel et le stade. Bien. Pour des gens qui n'ont aucun moyen, alors que eux sont 100% efficaces dans la réinsertion, dans la pédagogie qu'on peut apporter. Donc, les matchs de foot qui font rêver, parce que vous connaissez mieux que moi certainement les salaires de ces footballeurs. Le jeune qui vit dans le 9 cube, là, et qui tape derrière un ballon une fois de temps en temps au stade quand il y a un stade, je peux vous assurer qu'il en rêve. Il ne rêve que de cela. Bien, c'est évident. Les feuilletons télé, qui sont d'une débilité absolue, mais qui un jour ne finiront plus par calmer la foule. Autre anecdote, si j'ai encore un peu de temps, c'est presque fini. Autre anecdote, un jour, au cours d'un voyage en Chine, j'ai eu l'occasion de prendre un petit avion, qui n'était pas un avion de ligne, et par conséquent, nous avons survolé un certain nombre de zones que je ne pourrais pas vous dire où c'est exactement, mais enfin, etc. Et je survole, à un moment donné, nous survolons, parce qu'on était 12 dans l'avion, et on survole un camp, voilà, des baraquements en tôle ondulée, des demi-lunes, un peu à l'organisation Légion romaine, si vous voulez. Donc 10 demi-lunes comme ça, des carrés de 10, et puis dans l'autre sens, une demi-lune en travers, qui était la maison commune. Et il se trouve qu'on a pu, par un hasard extraordinaire, je pense que le guide a dû faire quelques années de prison, on a pu en visiter une. Alors dans toutes ces demi-lunes, il y avait 50 familles. Voilà, vous voyez ce qu'est une demi-lune, on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui, heureusement, d'autant qu'elles étaient la plupart du temps en tôle ondulée, enfin, etc. Donc l'hiver, froid de chien, l'été, une étuve. 50 familles dans chacune, séparées par des armoires de caserne. Bien. Et puis donc une vie de forçat, enfin une vie Quand on avait détruit les villes dans la révolution culturelle, on avait rasé les villes, et par conséquent, il fallait bien reloger ces gens, et ils étaient relogés comme ça dans ces paradis, dans des paradis chinois.
Et dans la demi-lune qui était en travers, donc, avec la place d'appel, la place centrale, il y avait, c'était la maison commune, et là, aux surprises, au-dessus de la porte, il y avait un poste de télévision. Et il y avait 3 chaînes diffusées. Il y avait le théâtre traditionnel, vous savez, ces pièces de théâtre avec force cri, des costumes très voyants, etc., qui durent des heures et des heures. Et visiblement, en Chine, il y avait beaucoup de langues à cette époque-là, je crois que ça commence à se caler un peu, et par conséquent, visiblement, les gens qui étaient là ne comprenaient rien de ce qui était dit, en mandarin sans doute, mandarin classique, et une chaîne d'information, de désinformation sans aucun doute, et la 3e chaîne, c'était Dallas. Et on expliquait à ces gens que ce qu'ils voyaient à la télévision, c'était l'enfer du capitalisme. Les grandes villas, les super bagnoles, les bimbos magnifiques, les piscines, les parcs, etc. Eux, ils vivaient dans l'enfer capitaliste, et nous, ici, nous vivons au paradis socialiste. Eh bien, ils ont fini par plus y croire. Et l'année d'après, c'était Tiananmen. Bien. Alors, je continue un petit peu. Donc, match de foot pour calmer la foule, pour sidérer la foule. Il faut, j'ai dit tout à l'heure, lui faire peur. Donc, on désigne l'ennemi. Et quand par hasard, on n'a pas d'ennemi, bah, autant le créer. Bien. Je rappelle, je le disais tout à l'heure, c'est la technique d'Hitler, hein. Goebbels n'a rien inventé. Hitler a implanté dans son troupeau la peur des Juifs et des Gitans, il fallait les anéantir. Voilà. Alors il y a d'autres raisons raciales, etc. D'accord, mais en attendant, c'est comme ça. N'oublions pas que ce sont les États-Unis, c'est la CIA, c'est Brzezinski qui a créé Ben Laden. On a créé un ennemi. Et je vous rappelle que le 11 septembre, 20 minutes après que le premier avion ait percuté la tour, on savait qu'il était le coupable. Bien, 20 minutes après, il était désigné. Bon, on a mis 10 ans à le retrouver. Bon. Les questions que l'on pose au public. Exemple, pendant les interventions de l'armée française en Afrique, au Mali, il y a eu un sondage. Appuyez-vous nos troupes? Point d'interrogation. Bon. Ben, si, bien évidemment, nos petits gars sont là-bas. Enfin, quel est le sale type qui va dire non, non, pas du tout, moi j'appuie pas, qu'ils aillent se faire crever la paillasse. Non. Mais si, tout le monde répond. Mais oui, bien sûr, on appuie nos troupes. Bien. Mais la question en elle-même est évidemment pernicieuse. Car si on pose cette question, c'est pas tellement savoir si on a envie d'envoyer un colis de Noël à nos piou-piou. C'est tout simplement de savoir, appuyez-vous notre politique? Bien. D'engagement dans ces pays-là. Et là, naturellement, là encore, je ne juge pas. Mais il est bien évident que la réponse peut être très différente. Or, pour le média, la réponse c'est oui. Êtes-vous prêt à appuyer nos troupes? Mais oui, bien sûr. Bien. Par conséquent, la perversion de cette question qui engage la réponse, c'est la désinformation. Et naturellement, la question « Êtes-vous d'accord avec notre politique ?» celle-là, on ne la posera jamais. C'est évident. On va poser donc, on va détourner l'attention du scruté par une question idiote, portant sur le même sujet, mais induisant une réponse très différente. Alors, pour terminer, l'état actuel de la France provoque, il faut le savoir quand même, et en utilisant, j'allais presque dire, les techniques de l'adversaire. Il y a une jeune génération, on parlait des jeunes de la Manif pour tous, par exemple, les veilleurs, etc. Ça, ce sont des jeunes qui ont commencé à réfléchir. Et ce ne sont pas simplement des jeunes qui vont casser les abribus après. La plupart de ces jeunes, quand même, ils ont un fond, ils sont parfois dans les grandes écoles. Par conséquent, ce sont des gens qui vont continuer à réfléchir, il faut les encourager à ça. Et aujourd'hui, pour vous redonner un peu de baume dans le cœur, on s'aperçoit qu'il y a de très très nombreux petits groupes de réflexion, d'action, c'est encore à voir, souvent chrétiens dans la majorité de leurs membres, et en tout cas peuplés de personnes, je dis saines, des gens qui réfléchissent encore un peu, désireuses, qui ont une certaine culture aussi sans doute, désireuses non pas d'une simple alternance, mais d'un renouvellement profond du fonctionnement politique. On peut déplorer que selon les bonnes vieilles habitudes gauloises, nombre de ces groupes ne voient pas du tout l'intérêt de se rencontrer entre eux. Bon.
Ça, c'est un peu dommage. Nous sommes un pays de présidents. Que voulez-vous? Il n'y a que des présidents. Par conséquent, un président, il ne va pas voir les autres. On peut estimer que l'ensemble de ces réflexions en sortira un peu plus riche, mais que cette mouvance aura le mérite d'être incontrôlable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des dizaines de petits groupes ici qui se forment, vous imaginez bien que pour contrôler tout ça, ça va être extrêmement difficile, car n'oublions pas que les gouvernants vont vouloir contrôler tout ça. Les futures lois sur Internet, par exemple, qu'on va voir arriver. À moyen terme, tout ce travail pourrait être fructueusement exploité par une nouvelle classe politique, plus soucieuse du bien commun, qui a complètement disparu chez nos gouvernements. Alors, certes, la configuration actuelle des règles de dévolution du pouvoir, il n'y a aucune chance de changement profond de la classe politique. Ce qui commence à être perçu par la plupart des gens. La preuve, c'est les statistiques des taux d'abstention, par exemple. Les gens sont totalement déconnectés du monde politique, et pour cause. C'est aussi peut-être un peu un motif de vote protestataire. Mais paradoxalement, ce qui va débloquer la situation, et peut-être plus rapidement qu'on ne le croit, c'est le chaos volontairement provoqué par le mondialisme financier athée, devenu, lui, incontrôlable par les propres apprentis sorciers qui l'ont mis en place. Et par conséquent, on peut imaginer, ça c'est très gentil, on peut imaginer que effectivement, ce chaos pourra avoir une certaine importance. Je vous renvoie au livre de Lucia Cerise sur la gouvernance par le chaos, qui est tout à fait intéressant. Je l'avais cité d'ailleurs à plusieurs reprises la dernière fois. Et à force de persévérance et d'efficacité, les institutions elles-mêmes commencent à douter de leurs propres règles. J'ai une foule d'anecdotes où je peux vous dire que quand vous avez des chefs de service d'état civil qui vous disent « Mais pourquoi avoir fait ça comme ça ?» Mais madame, c'est parce que c'est la loi. Mais enfin, monsieur, plus personne fait ça comme ça. Si vous respectez la loi, vous n'obtiendrez rien. Des chefs de service. Ça veut dire il fallait faire comme ça, ou comme si. C'est-à-dire être carrément hors la loi. Et c'est ceux-là qui vous le disent. Bien. Alors je pourrais donner quelques exemples, etc. Aujourd'hui, un exemple. Des jeunes chrétiens prennent appui sur Internet pour évangéliser. Alors ça peut paraître surprenant parce qu'on dit sans arrêt Internet, danger, danger. Oui, danger, danger. Mais aussi parce que c'est un média qui intéresse la jeunesse, ils sont tous connectés, eh bien des jeunes prennent appui sur Internet pour évangéliser leurs amis à la fac, dans le train. L'autre jour j'étais dans le train, il y avait un jeune qui était là, avec 3 autres qui étaient à côté, des musulmans, et le gars était en train de les évangéliser. Et pour ça, il dit, attendez, hop, il sort son Internet, et il se branche sur un réseau, je vais vous donner l'adresse naturellement, parce que j'ai été le voir quand même, et les gars, les musulmans qui étaient en face, des jeunes barbus, enfin, etc., ça les a fait super réfléchir. D'abord parce que c'était un jeune du même âge, qui n'avait pas du tout le même aspect, hein, mais un jeune de même âge qui leur disait, mais regarde, la miséricorde, c'est ça, enfin, etc. Et les gars étaient un peu soufflés. Donc ça, il y a quelque chose à faire. J'en ai même entendu qui évangélisaient dans les files d'attente au cinéma. Voilà. Parce que là, ils sont là, il y a 2-3 personnes, ils vont voir un film. Il y a bientôt un film qui va sortir, qui s'appelle Résurrection. Il y a déjà un site, résurrection.com, etc. Bon, etc. Alors, toujours est-il que ça pose des tas de questions. Savez-vous quelle est, en ordre de grandeur, la première question posée sur le moteur de recherche Google? Quelle est la première question qui est posée par l'ensemble des internautes de la planète? Non, mais moi j'aimerais vous poser une question. Ah, après, je vous promets. Je termine juste. J'en ai pour 2 minutes. Première question sur Google. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? C'est pas l'adresse du grand dégueulasse. C'est qu'est-ce que l'amour? Première question sur Google. Puis viennent, la deuxième question, je me souviens plus. Je ne l'ai pas reprise, je me souviens plus. La troisième question, c'est qui est Dieu? Sur Google. La quatrième question, qui est Jésus? C'est surprenant quand vous voyez les chiffres. Bien. Un site qui s'appelle topchrétien.com. Alors c'est un site évangéliste. Non. Mais il reçoit par mois
1 400 000 questions sur la foi. 1 400 000 questions chaque mois, en moyenne. Comment il s'appelle? Topchrétien.com. Top, T-O-P, chrétien, en un seul mot, .com. Et sur ces sites, on répond personnellement aux questions qui sont posées. C'est-à-dire que c'est pas simplement... Internet n'est plus simplement un truc où on consomme de l'information vraie ou fausse, mais les jeunes qui tiennent, les 15 personnes qui tiennent ce topchrétien.com répondent personnellement aux questions qui leur sont posées. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que Dieu, etc. Bon, j'ai un ami d'ailleurs qui a posté sur ce truc, il est catholique, enfin, etc. Et il a même fait un article sur comment embrasse-t-on quand on est chrétien. Bon, eh bien, il a 700 000 connexions. 700 000 connexions. Sur ces sites, on répond donc personnellement. Le site en question, un site tout nouveau, c'est un site catholique qui s'appelle, alors pardon, c'est en anglais, ils ont choisi l'anglais, ça s'appelle Lights in the Dark. Voilà, lumière dans la nuit. Eh bien, ce site catholique, qui est tenu par une personne, un Jean-Baptiste, il reçoit plus de questions que tous les sites institutionnels de l'Église. C'est-à-dire le site des évêques de France, le site de toutes les paroisses, le site de toutes les communautés, et voilà. Et il reçoit plus de questions et il y répond. Et il y répond. Et non seulement il y répond personnellement, mais il fait en sorte, c'est un garçon qui habite à Tours, et il fait en sorte de créer des zones de rencontres, de façon à ce que Internet ne soit pas simplement virtuel, mais qu'il rencontre ces jeunes qui posent des questions. Voilà. Par comparaison, le Salon Beige, par exemple, qui est un site d'information laïque, il relève beaucoup d'informations sur l'Église, mais c'est un site laïque, lui, il a 570 000 connexions par mois. Voilà. Ça, ce sont des chiffres statistiques, hein, suivant les mois. Donc, les jeunes de cette génération communiquent de cette façon. Et c'est à nous de leur proposer de se rattacher à ces sites des réponses, certes sur les réseaux, qui nous semblent un peu dangereux, mais qui vont déclencher des rencontres réelles, des rencontres de visu avec ces jeunes. Certaines associations obtiennent, certes, je le citais tout à l'heure, avec 1000 difficultés, l'autorisation de travailler différemment dans des milieux. Alors dans l'éducation, vous avez Espérance Banlieue. Aujourd'hui, les maires des communes, les députés vont visiter les écoles Espérance Banlieue en disant « Mais quel est ce miracle ?» Enfin, l'éducation nationale, avec le budget, avec les millions de types, on est infoutu de faire ça. Et vous, avec rien, avec des queues de cerises, vous arrivez à monter des écoles, hors contrat certes, avec des enfants qui sont à 90% des musulmans, et qui tous les matins font la prière et saluent le drapeau. Bon, c'est quelque chose c'est ahurissant. Mais ça existe, c'est du vrai. Les écoles hors contrat aussi, avec Anne Coffinier et sa fondation. Dans le monde carcéral, je citais tout à l'heure, ces jeunes à qui on a payé à prix d'or le train, le match de foot, etc., une association qui s'appelle ACAY, A-C-A-Y. C'est un modèle qui a été fondé, qui a été créé par l'association dont je m'occupe, Enfants du Mékong, en 2003 aux Philippines, dans les prisons philippines. Prisons philippines, à l'époque, quand on est arrivé, 60 000 prisonniers dans une seule prison. Voilà, c'est une ville. Et les prisonniers s'organisent ensemble dans les mafias. Il n'y avait pas de département pour les enfants. Donc les enfants étaient les esclaves, à tout faire. Esclaves pour le ménage, les trucs, les courses, esclaves sexuels, naturellement. Eh bien, c'est une bambou de 24 ans, une gamine de 24 ans, qui a un CAP de, je ne sais plus ce que faisait à ce moment-là, je ne sais plus, enfin peu importe, un truc, mais qui avait la tête bien faite, qui a réussi à imposer aux autorités locales un département pour les enfants, avec une infirmerie. Bien. 6 mois plus tard, elle y retourne, c'était le directeur de l'hôpital qui s'était installé, c'était la seule salle où il y avait une climatisation et un lit. Bon, et bien elle l'a foutu dehors. Voilà, il a dit, ça c'est pour les enfants, c'est pas pour vous. Allez hop, du balai. Bon, un directeur d'hôpital. Bon, alors vous allez me dire, oui mais c'est aux Philippines. Mais c'est pareil chez nous. Les SDF, les maraudes du pasteur Blanchard. Bon, ça marche du tonnerre, les maraudes du sapeur Blanchard. Les soupes qu'il a organisées. Voilà. Donc il y a une foule d'associations, d'institutions, souvent bénévoles d'ailleurs, heureusement peut-être, qui aujourd'hui bousculent complètement les institutions. Alors il faudra du temps, mais je crois que les institutions s'interrogent là-dessus
Et des organismes privés, et ça il faut se rapprocher de ces organismes, aujourd'hui aident, subventionnent les organismes bénévoles, là aussi privés, mais on va leur mettre la pâtée à ces institutions qui sont aujourd'hui totalement pourries, qui n'ont qu'un seul but, c'est de nous traumatiser, de nous faire peur, de nous vendre du cinéma, du dérisoire, etc. On va finir par y arriver. Et moi je compte énormément sur les jeunes que je côtoie dans toutes ces associations, parce que je pense que là, il y a vraiment un vivier. Mais alors, il faut les encourager. Il faut que le monde des adultes soit là derrière pour leur montrer que c'est eux qui sont dans le vrai. Alors, il y aura des histoires de génération, etc. C'est pas nous qui ferons le boulot, peut-être, selon notre âge. Mais en attendant, il faut véritablement les encourager. C'est eux qui arriveront à vaincre cette espèce de fourmillement de mondialistes, de mondialisation, qui aujourd'hui ne cherche qu'à, je vous rappelle la loi de Brzezinski, des 2 dixièmes de la population du monde suffiront. Il parlait de la fin du siècle, hein, et il parlait en 93. Et il disait 2 dixièmes de la population du monde suffiront à faire tourner la machine. Le reste, c'est du sureffectif. Voilà, c'est ça. Et on va vers cette mise en esclavage de la population du monde. Voilà. Et bien ça, si nous-mêmes et si nos jeunes, si nos enfants ne sont pas capables de se battre contre ça, eh bien, il faut savoir que ce seront des esclaves. Je vous remercie de votre attention. Alors, pardonnez-moi, je rebondis sur... Je vous prends tout de suite. Non, justement pas. Pourquoi? Non, mais je me doute. Parce que parmi les artifices du gouvernement, ils n'attendent que ça. Car pour sauver les valeurs de la République que nous ne connaissons pas, ils vont armer les banlieues. Et les banlieues vont nous tomber dessus, elles sont déjà armées, mais ils vont les faire intervenir en disant aux petits gars, n'oublions pas que M. Mélenchon a suggéré une nuit rouge dans le 16e arrondissement de Paris, en disant aux jeunes, allez-y les petits gars, allez vous servir. C'est pas vrai. Mais si, ça a été dit, mais oui, ça a été... Bon, pardonnez-moi, monsieur... Oui, je voulais vous demander, vous avez dit que, si j'ai bien compris, que le 11 septembre avait été créé de toutes pièces. Alors, pouvez-vous m'expliquer? Alors, je suis très prudent là-dessus. Je vous rappelle que M. Choprade, qui était professeur à l'école de guerre, professeur à Saint-Cyr, a été viré tout simplement parce qu'il a dit avec un point d'interrogation qu'il serait souhaitable que l'on puisse étudier correctement le rapport de la commission d'enquête, qui est, si vous l'avez lu, un tissu d'approximation, puisque, et de mensonges, on peut le dire, puisque la moitié des bâtiments qui ont été détruits dans l'après-midi ne sont pas portés, par exemple, sur ce rapport d'enquête. Par conséquent, le moins qu'on peut se dire, c'est qu'on devrait laisser travailler les historiens sur cette affaire. Or, aux États-Unis, je n'ai plus du tout rencontré de citoyens lambda, je ne sais pas tous rencontrer. Hein, mais aujourd'hui, vous n'affirmez pas que ça a été une manipulation. Je n'affirme rien. Je dis simplement qu'il y a un travail de recherche de vérité à faire et que ce travail est empêché. Je dis ça surtout. Le travail est empêché parce que, à partir du moment, mais ça on l'a évoqué la dernière fois, à partir du moment où on met en doute la version officielle, alors c'est que nous sommes des sectateurs de la théorie du complot, donc nous sommes forcément des fascistes, et par conséquent nous n'avons plus le droit de parler. Voilà, dans tous les débats c'est comme ça. Dès qu'on lève... Non, parce que ça apparaît quand même... Ça paraît quand même un peu gros. Alors, pas tout le monde à la fois. Non, mais on va pas... Oh, pas tout le monde à la fois. Je peux lui répondre. Non, mais... Écoutez, s'il vous plaît. Non, mais j'ai analysé pendant 8 ans. Bon, s'il vous plaît, c'est enregistré. On parle à monsieur. On a évoqué Pearl Harbor. Bon, s'il vous plaît. Et Alors. effectivement, le 11 septembre est tout à fait similaire à ce qui s'est passé à Pearl Harbor. Les commandements militaires et toutes les instances ont été démobilisées au plus haut niveau pour qu'il n'y ait pas de réponse. Parce que en fait, tout est une mascarade. Des avions survolaient, des avions volaient. Ben Laden est parti en avion au moment où plus aucun avion ne pouvait partir, décoller de partout. D'autre part, le bâtiment WT7, le troisième grand bâtiment en dehors des 2 tours
qui s'est écroulé n'a reçu aucun impact d'avion. Il s'est écroulé pourquoi? Il a reçu quelques débris sur le toit, ça ne tient pas debout. D'autre part, les lois de la physique sont complètement violées par la vitesse à laquelle les tours se sont écroulées. Elles se sont écroulées à la vitesse d'un objet qui tombe de son propre poids. C'est-à-dire que comme s'il n'y avait aucune résistance en dessous. En fait, c'est des superstructures. Les tours du 11 septembre font partie des tours les plus magnifiquement construits au monde. Leurs infrastructures pouvaient résister à non seulement un avion, 2 avions, 3 avions, 10 avions. Elles ne pouvaient pas être alors attendez, parce qu'elles ont été démolies par les technologies. Là, je vais me permettre. Non, mais attendez, je vais me permettre, s'il vous plaît, je vais me permettre de vous dire que, alors, je vais me permettre de vous dire, nous ne sommes plus, oui, monsieur, s'il vous plaît, parce que là, oui, mais nous ne sommes plus. Non, mais c'est important. Allez-y, monsieur. C'est un sujet crucial. Alors, on est au cœur du sujet. Oui, sauf qu'on, malheureusement, ce soir, on n'arrivera pas à résoudre le problème. Par conséquent, nous ne sommes plus dans le sujet. Moi, ce que j'ai évoqué ça parce que je pense que dans le domaine de la désinformation, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle de la désinformation de masse. Quel que soit ce qui s'est passé, il y a eu une suite de désinformation de la population absolument considérable. Et par conséquent, on peut développer il y a 1000 autres situations à développer. Là, on sort de notre sujet. Mais c'est vrai qu'il y a là une véritable manipulation de masse et que, globalement, le monde entier s'est fait prendre à cette manipulation. On peut multiplier les affaires de cet ordre. Et Perle Arbour, deuxième et dernière question, je m'en vais après. Excusez-moi. Vous avez dit en dernière minute que vous aviez un grand espoir de ces jeunes gens qui communiquaient, qui laissaient tomber cette désinformation pour communiquer sur ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est la question que je vous pose, étrangement, leur résistance ou leur réponse va se passer sur des réseaux qui font partie de cette mondialisation et de cette technicité. Tout à fait. De cette technocratie, n'est-ce pas paradoxalement contradictoire? Alors, vous avez parfaitement raison, et c'est la raison pour laquelle, pardonnez-moi, mais lors de la dernière causerie que nous avions faite ici, j'avais bien tenté d'expliquer que le problème de cette désinformation qui est tellement globale aujourd'hui fait de nous des complices de cette désinformation. Et que par conséquent, ces jeunes ont besoin incontestablement de formation. Ce sont les annonceurs qui nous disent ça. Il peut y avoir là aussi une manipulation des chiffres. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, la personne qui rentre chez elle après une journée de travail, elle est fatiguée, elle a envie de se sortir un peu l'esprit de son boulot, de métro dodo, etc. Qu'est-ce qu'elle fait? Aujourd'hui, elle allume son poste de télévision. Et quand bien même elle ne le regarde pas en faisant attention, en prenant des notes, elle est fascinée, elle est sidérée par l'image, et par conséquent, elle va peu ou prou participer, et avant qu'elle ait le recul nécessaire pour analyser une information, pour analyser une situation, y compris dans des films, pourquoi pas, regarder la programmation télévisée. La programmation télévisée, c'est en elle-même une désinformation. Lorsque, je ne veux pas... Comment résolvez-vous cette question de la contradiction de ces jeunes gens? Eh bien, je pense que la première chose, c'est vraiment une question de formation, et une formation d'homme à homme. Nous allons, dans les différentes structures qu'on essaye de mettre en place, nous voulons faire parler des témoins de l'histoire, des témoins des événements d'aujourd'hui, des spécialistes des neurosciences qui vont pouvoir expliquer, parce qu'aujourd'hui, on le sait, on a fait plus de progrès en neurosciences en 25 ans qu'en 10 millions d'années. En fait, vous retournez la machine contre elle-même. On tente de retourner la machine contre elle-même par la formation, par la rencontre, par le fait que les jeunes qui vont éventuellement venir
vont rencontrer les témoins de l'histoire qui vont pouvoir leur dire, certes, je vais témoigner de ce que j'ai vu, je ne peux pas témoigner globalement des choses peut-être, mais je vais témoigner de ce que j'ai vu, et ce que j'ai vu ne correspond pas à ce que vous avez appris. J'ai fait cette expérience en donnant, j'en parle parce qu'il est intervenu ici, avec Roger Olindre. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Ça suffit » sur toutes les manipulations possibles et imaginables de l'histoire, depuis 1935 jusqu'à nos jours. Très bien. Ce bouquin, dans le style de Roger Olindre, est fondamental. Il faut le lire. J'ai offert ce bouquin à des élèves d'école de journalisme, bien, qui ont eu la curiosité de le lire, et qui m'ont dit « mais c'est absolument ahurissant. Rien de ce qui est dans ce livre nous a été enseigné. » Et qui plus est, très souvent, on nous a dit le contraire. Alors, on me demande d'ailleurs, est-ce que tu es sûr du type qui a écrit le bouquin? Et je lui dis, oui, il a toutes les preuves, parce que je le connais bien, il a tous les documents chez lui, il peut donc vous démontrer sur pièce, donc avec des pièces historiques, il peut vous démontrer tout ce qu'il a écrit dans son livre. Et ils me disent, mais c'est absolument incroyable. Et, me disent-ils, deux d'entre eux, mais ça, est-ce que je peux le mettre dans une copie? Alors je lui dis, surtout pas, parce que là, c'est la bulle assurée. J'ai été interrogé par une élève journaliste également, alors je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça, sur l'état d'urgence. Bien. Je lui ai dit ce que je pensais de l'état d'urgence. Pour moi, l'état d'urgence, si on traite le terrorisme par l'état d'urgence, c'est absolument indispensable. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, dans la grande manipulation des choses, on traite certes le terrorisme, mais on traite aussi tous les opposants par cet état d'urgence. Et là, du coup, on est dans un système purement idéologique et purement politique. Et là, du coup, l'état d'urgence, oui, peut-être, mais attention. Bien. Il faudrait au moins qu'il y ait un contrôle de la justice. La justice dont on sait qu'elle est parfaitement indépendante. Mais je veux dire, voilà. Et cette jeune femme, cette jeune fille, prend mon interview, elle la diffuse naturellement à son professeur, et la prof se met à lui dire « Oh là là, mais c'est passionnant, c'est incroyable, c'est une version qu'on n'entend pas, personne ne dit ça, ce serait intéressant de le faire venir. » Et 2 secondes plus tard, en discutant avec cette fille, elle dit « Non, non, finalement, étant donné qu'il faut demander l'autorisation pour faire venir une personnalité extérieure, non, non, il ne faut surtout pas le faire venir. » Voilà, et puis c'est tout. Ça, la manipulation est comme ça. Alors ceux qui vont pouvoir en bénéficier, j'espère dans les études brillantes qu'ils vont faire, certes, dans la copie du devoir du mardi matin, ils ont intérêt à restituer le cours. C'est ce que je dis à mes enfants. Je dis, ne prenez pas d'initiative. Vous apprenez le cours par cœur, vous le restituez, vous aurez une bonne note. Bien. Puis après, à la maison, je vais vous dire ce qui se passe. Voilà. Et quand je dis « je vais vous dire », c'est très présomptueux, mais il se trouve que depuis 28 ans que je fais des émissions de télévision, de radio, pardon, j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de personnalités, dont vous êtes, cher ami, et que par conséquent, on a quand même une vision un peu plus exacte des choses, je ne dis pas en totalité, hein, on se fait ramasser comme les autres, mais on a quand même des visions un peu plus analysées que j'en ai peur, la moyenne. Par conséquent, on utilise ces données, qui me semblent fondamentales. Retourner la machine. Monsieur. Vous avez dit au début qu'il y avait un certain consentement des personnes à leur propre déchéance. Enfin, donc tout totalitarisme, ce génocide a bien montré, repose sur un consentement tacite, que ce soit à l'Est, à l'Ouest aujourd'hui, en Asie. Alors, et vous avez dit peut-être moins fort que finalement, si vous l'avez dit très bien, nous sommes des cervelets, c'est-à-dire que nous n'avons pas, nous vivons au miroir, et que la vie, comme disait Dardanos, le monde moderne est un complot contre nos vies intérieures. Bon, il faudrait peut-être revenir là-dessus. Et je pense que vous avez conclu de manière optimiste, je vous en remercie, mais je pense que les chrétiens dans l'histoire, aujourd'hui, il a un devoir d'être, après tout, il y a une histoire, tout chrétien a une histoire. Sa famille, bonne ou mauvaise. Donc il doit intervenir dans l'histoire, il ne doit pas être dépolitisé, il doit intervenir en amont, je dirais, de tout l'appareil ecclésial, des églises. Il n'a pas à demander la permission, qui ne demande pas la permission et qui ne rentre pas dans le jeu. Le miroir que fait une partie de l'épiscopat, je suis désolé de le dire, je ne cherche pas la polémique. Donc je pense que ça rejoint quand même le souci des chrétiens. Intervenez, politisez-vous. Politisez-vous, c'est pas simplement voter aux primaires de l'UMP,
c'est avoir une relation, comme vous l'avez excellemment dit, des gens qui, dans des endroits précis, agissent. C'est la politique, dans les banlieues, tout ça. Et là, je pense qu'il y a tout un renversement à donner aux chrétiens. Il commence à se faire dans certaines. On les a endoctrinés à dire c'est merveilleux tout ce qui se passe, alors qu'on leur a pas dit c'est à vous d'être actifs. On les a rendus passifs. Absolument, mais j'approuve tout à fait ce que vous dites. Vous citiez Solzhenitsyn. Solzhenitsyn a écrit un texte qui est absolument fondamental, et le chrétien se situe précisément au bout de ce texte. Je vous écris de votre avenir. Et l'avenir, c'est la chrétienté. Alors, vous allez me dire, oui, évidemment, vous êtes croyant, vous y croyez. Bon, très bien, oui. Non, nous savons, parce que Dieu nous l'a enseigné, tout simplement, et que nous sommes ses disciples, nous savons que nous n'avons pas à désespérer. Certes, humainement parlant, pour être trivial, tout est foutu. Mais nous savons que le cœur immaculé triomphera. Par conséquent, nous n'avons pas à nous positionner en disant « Oh là là, tout est foutu, tout est foutu ». Le cœur immaculé, c'est pas nous d'ailleurs, c'est le cœur immaculé triomphera. Donc c'est à nous, disciples, si nous nous prétendons disciples, c'est à nous d'aller vers cette... Et alors là, il y a des schémas qui sont remarquablement bien faits. Déjà, c'est un peu particulier. Paul VI avait déjà très bien dit ça dans des textes. Alors après, on a eu la confirmation, Jean-Paul II, enfin, etc. Et il y a des schémas qui sont faits, et ça, ce sont des schémas qui sont extraordinaires, parce que ça parle même aux musulmans. Voilà. Des schémas de progression dans d'abord la découverte de la parole, et puis la mise en application de la parole. Voilà. Alors c'est rigolo, parce que ces schémas-là, vous ne les retrouvez pas sur le site des évêques de France. Ça, c'est incontestable. Mais à ce sujet, oui. il y a la petite phrase qui dit « Quand les évêques ont le courage de femmelettes, il faudra que les femmes aient le courage des évêques. » Eh bien, c'est tout à fait... Moi, vous savez, j'ai eu, il y a 3 ans, je crois, j'ai eu l'occasion de rencontrer, à côté de l'Arc de Triomphe, pendant les cérémonies du 11 novembre, j'ai eu l'occasion de rencontrer Simone Veil. La petite, pas la grande, malheureusement. Et je lui ai posé la question, parce que on en a entendu parler, mais je n'étais pas sûr de l'authenticité du propos. Il avait été dit, et Simone Veil aurait dit, que si un évêque avait porté une parole au moment de la loi sur l'avortement, jamais cette loi ne serait passée. Et je lui ai demandé si... Très bien d'ailleurs, à un niveau tellement global, un peu à la manière de ce qui se passe au niveau de l'ufologie, qui est ce qu'on appelle la disclosure, c'est-à-dire la divulgation générale de tous les mensonges accumulés. Moi, je pense qu'il y a... alors, là encore, on ne va pas évoquer la théorie du complot, parce que ça, on s'en sortirait pas, on en aurait pour 3 jours. Mais en parlait très bien. Il a fait son dernier discours 10 jours avant sa mort, et il parlait de complotistes. Mais je pense qu'effectivement, à partir du moment où il y a une volonté générale, si vous voulez, le problème c'est que ce genre de désinformation, ça se passerait dans un petit landerneau, ça se passerait, admettons même à l'échelle de la France. Bien, on se dirait, ah, il y a une manipulation. Mais c'est dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est global. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il y a quand même quelque part, sans parler de théorie, mais il y a quand même des tireurs de ficelle. Bon, c'est pas possible autrement. Quand on voit ce qui se passe avec aujourd'hui le scandale du Panama, bon, il faut savoir quand même que le scandale du Panama, enfin je veux dire, il y a quand même quelqu'un qui a été piqué l'ordinateur du cabinet d'avocats et qui a sorti des noms. Or, on apprend qu'il y a plusieurs dizaines de millions. Et là-dessus, et je ne fais pas de politique, parmi ces dizaines de millions de personnalités, etc., on sort le dossier de Le Pen. Bon, moi je veux bien, mais ça fleure bon quand même, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir des gens. Ça fleure bon la manip quand même. Bon. Et alors par contre, on n'entend pas parler de M. Soros. Il n'y a quasiment pas d'Américains parmi les gens qui sont dénoncés. Alors on entend parler de M. Cameron, qui, n'oublions pas, risque de voir son pays quitter l'Europe, avec le Brexit. Bon. Pardon ? Ils n'ont pas besoin d'aller au Panama. Ils ont déjà leur... Mais je veux dire par là, tout ça... Alors, là donc, il y a des journalistes qui vont, j'espère, des lanceurs d'alerte, qui ne sont pas forcément journalistes d'ailleurs, qui vont certainement faire ce travail. Il faudra du temps. Et puis, malheur à celui qui dira la vérité trop vite.
il devra être exécuté. Et on sait très bien comment ça se passe. Aujourd'hui, un assassinat médiatique est aussi cruel que une rafale de Kalachnikov, hein, je suis désolé. Bon. Oui. Il y a quelque chose qui est tout à fait récent, c'est les plans d'une centrale nucléaire française qui ont été dérobés dans une valise, et c'est tout à fait récent, je crois qu'il y a moins d'une semaine ou 15 jours maximum, et qui ont finalement totalement disparu. Paraît-il, ça serait les islamistes qui les... Voilà. Vous en avez entendu parler? Alors, de toute façon, le problème de toutes ces informations, c'est que il faut, par un moyen ou par un autre, arriver à les corroborer. Pourquoi? Ben parce que, vous savez ce que c'est que le billard à 3 bandes? On peut très bien, sur Internet en particulier, lancer une information dont on sait très bien qu'elle est fausse, pour voir comment elle rebondit. Et éventuellement, pouvoir donner, c'est ce qu'on fait avec le terrorisme aujourd'hui. On a créé, je ne dirais pas de toutes pièces, ils n'avaient peut-être pas besoin de nous pour exister, mais enfin, on a quand même créé les frères musulmans, déjà il y a quelques dizaines d'années. Là-dessus, on s'aperçoit que ces gens sont radicalisés, enfin, etc. Et puis, comme de par hasard, le renseignement ne les prend pas. Mais notre Premier ministre nous annonce sans cesse, rassurez-vous, tout est sous contrôle. Non, on est au courant. Ah bon, au courant, mais comment se fait-il qu'on n'ait pas évité de... Alors, il peut y avoir des ratés, on le conçoit très bien dans le renseignement, dans la... Bon, c'est tout à fait possible. Enfin, quand on sait que tous ces gens-là, avant de faire leur coup, étaient déjà en prison avant, que généralement ils avaient des fiches S, que c'était parfois des récidivistes de la petite délinquance, qu'ils avaient fait des séjours en Syrie, et qu'au retour de Syrie, on ne les capte pas. Il y a quand même il y a un dysfonctionnement quelque part. On en parle dans tous les journaux d'ailleurs. Moi, je suis toujours étonné de savoir que on fait tout pour empêcher ces jeunes de partir, contrairement à nos principes de liberté individuelle. Nous sommes en Europe. Chacun peut voyager comme il veut. Bien. Or là, on veut les empêcher de sortir pour aller faire ce qu'ils veulent, après tout. Mais quand ils rentrent, on ne les empêche pas de rentrer. Voilà. Et quand ils rentrent, on les perd. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. On les couvre. J'ai un ami qui a dans certains cas, un jeune de 23 ans qui est parti faire le djihad, qui a perdu un bras là-bas, qui est revenu en France, a été soigné en France et a à vie maintenant une allocation de 800 € par mois. Ça écœure tout le monde. Or, il est bien revenu, il a fait le djihad. Dans l'opération en Afrique, au Mali, il faut savoir que dans les grottes, les militaires français ont retrouvé les bordereaux du RSA que touchaient les terroristes. Donc ça veut dire que la France se faisait en sorte de payer des terroristes qui luttaient contre l'armée française. Bon, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais enfin au bout d'un moment, un jour ou l'autre, il va falloir que ça sorte ou que ça s'arrête, des trucs comme ça. Bon, c'est tout. Et ça a été révélé dans la presse, hein, je n'invente rien. Mais alors, révélé dans la presse, toujours dans les mêmes conditions. Combien vous savez très bien que quand on lit un journal, vous ouvrez le journal, la plupart des gens ils lisent les grands titres. Et puis ils vont pas lire tout l'article. Et puis surtout, ils vont pas archiver cet article pour le mettre avec d'autres dans un dossier qui vont pouvoir ressortir 6 mois après. Bon, aujourd'hui, je parlais d'amnésie de la grande masse. Aujourd'hui, il y a des affaires qui étaient des affaires d'il y a 1 an ou 2. Vous en parlez aujourd'hui comme ça dans des soirées. Et les gens disent, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me souviens plus du tout. J'ai aucun souvenir. Même 3 semaines après. Mais même 3 semaines après. Aucun souvenir. Bon. Et on ne peut pas leur reprocher, ils ont autre chose à faire. On est dans la vie, enfin, etc. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes dans ce sens-là, parfois à notre corps défendant, mais nous sommes dans la complicité de ces trucs-là, puisque on se laisse faire à nous endormir, nous effrayer, nous sidérer par l'image, enfin, etc. Par conséquent, on marche dans la complicité. La meilleure solution aujourd'hui, c'est quand même de jeter son poste de télévision. Ou alors devenir marchand de singes. Ouais. Mais je veux dire... À propos de poste de télévision jeté, tous ceux qui sont dans le coma, on va pas faire le voyage dans leur vie. Quand ils reviennent, c'est la première chose qu'ils font. Ils reviennent dans leur foyer, c'est de se débarrasser de la télévision. Ah oui. Ah ça je savais pas, ça c'est intéressant comme... La télévision, le péril de l'esprit.
Oui, mais bien sûr. Mais vous savez, Pinoff, Pinoff, c'est pas tout à fait d'aujourd'hui, disait, lorsque vous allez au cinéma, lorsque vous prenez une place de cinéma, vous cautionnez le film que vous allez voir. Ça vaut une place, ça vaut un bulletin de vote. Voilà, quand vous prenez un ticket de cinéma, ça vaut un bulletin de vote. Et vous parliez de la main cachée qui dirige. Le livre Laurent Glosy, Les Illuminati. Bien sûr. Avec les phrases, justement, de Rockefeller. Très intéressant. Et d'Albert Paik, qui le dit. Il le dit carrément. Mais quand on veut se renseigner, quand on veut travailler, il faut certes faire preuve d'un très grand discernement, mais tout est annoncé. Parce qu'il y a des chercheurs, il y a Laurent Glosy, il y a Sylvie Simon, il y a lisez. C'est un agenda. Il a carrément posé l'agenda de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième, tout ce qui s'est passé avant. Exactement. Et jusqu'à la Troisième. Vous voyez le livre de Claire Sévrac. Exactement. Bon. Et le livre de Claire Sévrac, aujourd'hui, il y a quand même des gens qui vous disent, dans les grosses médias, je vous en prie, à bientôt. Dans les grosses médias, il y a des gens qui disent « Oh là là, surtout pas, vous vous rendez compte ?» On est dans un monde On est dans un monde de... Les gens que je ne veulent pas voir. De sourds et d'aveugles. Vous savez, j'ai offert, j'avais trouvé ça dans je sais plus, une brocante, je ne sais pas trop quoi, les trois bonobos. Voilà, les trois petits singes qui ferment les yeux. Bon, j'en ai offert des dizaines. Parce que je trouve que c'est très exactement ce qui caractérise notre époque. Voilà. On est dans le réel, mais on ne veut rien entendre, rien voir et rien dire. Alors les autruches, les moutons, les loups, enfin bref, c'est tout le bestiaire de l'affaire. Hein. Voilà, on est... voilà, alors évidemment, ceux qui cherchent... Oui, mais Victor Hugo a dit de devenir les longs et de vieillir tout. Alors rassurez-vous, attendez un peu. Quand on cherche un petit peu, on peut se renseigner. C'est vrai qu'il faut avoir un peu de temps, c'est vrai qu'il ne faut surtout pas regarder sa télévision parce que là on perd un temps fou et par conséquent il faut mieux lire des bons bouquins, il faut prendre des notes, il faut si vous travaillez votre sujet, etc. Mais ça, je vous assure que la jeune génération en a terriblement besoin. Parce qu'en plus, ils n'ont pas ces techniques de travail. Voilà. Ils n'ont pas ces techniques qui consistent à faire travailler, à relier les choses ensemble. Et c'est la technique que je vous ai décrite tout à l'heure sur la manipulation. La manipulation, ça consiste à segmenter... Je vous en prie, madame. Ça consiste à segmenter, à rendre... Nous sommes des êtres sociaux. Un bébé, quand il naît, il est incapable de se débrouiller tout seul. Bon, si on ne s'occupe pas de lui, le bébé, il va mourir. Bien, tous les mammifères, quelques heures ou quelques jours après, ils sont parfaitement autonomes. Bon. Nous, non. Nous sommes comme ça. L'être humain est ainsi fait. Nous mettons 20 ans, 25 ans, 35 maintenant, paraît-il, pour éduquer. Voilà. Éducare, ça veut dire conduire à l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut donner de la substance à tous nos jeunes, de façon à ce que... Il faut leur former. Mais l'attaque contre ce morcellement de l'individu, c'est pas d'aujourd'hui. La méthode globale y participe. La méthode globale, ça vous empêche de penser. Ça va vous faire réagir au slogan. Puisque vous allez détecter dans un mot, donc c'est dans la façon d'apprendre à lire. C'est-à-dire la façon dont vous constituez votre capital neuronal. Donc, le but, c'est de reconnaître des segments, des groupes de mots. Voilà. Et ces groupes de mots que vous allez mettre les uns à côté des autres, vous allez finir par reformer un concept, une réalité. Bien. Mais il y a beaucoup d'enfants qui se trompent. D'ailleurs, aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un problème de lecture, on vous dit « votre fils, il est dyslexique ». Mais il n'est pas dyslexique, c'est la méthode qui forme le dyslexique. Parce que qu'on apprend en même temps « il » et « li », eh bien, il est bien avant, l'enfant, il reconnaît « il », mais il ne sait pas que c'est « il ». C'est « li » ou « li » ou « il ». Bon, par conséquent, il va associer des trucs comme ça, et aujourd'hui, il y a des tas d'enfants qui ne peuvent pas lire dans le métro, donc qu'est-ce qu'on leur met à la place? Des pictogrammes. Et voilà. Ça devrait leur suffire. C'est l'abrutissement total d'une génération. Quand on achète des notes disques, il n'y a plus de texte, il y a des images auxquelles moi je n'y comprends rien. Parce que moi non plus. Eh bien, bien sûr. Je suis pas douée avec les donc, la décérébration. En plus, comme ça, c'est international, parce qu'on n'a pas besoin de faire de travail. Alors, le problème, c'est qu'à une certaine époque,
quand on avait affaire... Moi, j'ai commencé à regarder la télévision, je devais avoir... J'ai vu pour la première fois chez mes grands-parents la télévision, je devais avoir 12 ans. Bon. C'est-à-dire que pendant toute la période... C'est-à-dire que, a priori, j'ai appris à lire dans la méthode syllabique, à lire, à écrire, enfin, etc. Alors, j'ai aucune prétention, mais je veux dire par là que, a priori, j'ai eu une formation dont les neuroscientifiques aujourd'hui nous disent c'est comme ça qu'il faut acquérir son langage, c'est comme ça qu'il faut acquérir ses idées. Mais oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on fait. Mais c'est qu'en France, la méthode globale ou c'est partout? Ah non, c'est partout. Et alors le problème, c'est plus particulier en France parce que la langue française a des spécificités. Pour les Anglais, la méthode globale, c'est différent. Alors, un même son s'écrit de 8 façons. Voilà. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, le temps a passé, c'est-à-dire que les générations de parents aujourd'hui ont déjà vécu, ont déjà subi tout ça. Par conséquent, ils ne comprennent pas pourquoi, sauf dans certaines familles, mais a priori, quand on leur dit « Oh là là, il faut surtout reprendre peu cher, enfin, etc. » Mais pourquoi? Mon fils, il sait lire. Bon, mais non, il ne sait pas lire. C'est-à-dire que, moi par exemple, je ne me suis pas méfié, mon premier enfant a été enseigné comme ça, par une méthode semi-globale. Or, c'est un lecteur invétéré. Voilà. Tout petit, il lisait des gros pavés comme ça, etc. Il aime lire. Bon, c'est formidable, donc je ne me suis pas inquiété. Puis un jour, j'ai commencé à regarder ce qu'il lisait, puis je lui ai dit, mais attends, t'as lu ce chapitre-là, raconte-moi l'histoire. Incapable. Il ne sait pas ce qu'il a lu. Il aimait lire quand même. Ah ben, il mangeait du livre sans arrêt. Il a une bibliothèque, je ne sais pas combien, il a 500 bouquins dans sa bibliothèque. C'est moi, il est incapable de restituer. Bon. Et aujourd'hui, dans les concours, pour rentrer dans beaucoup d'emplois, on vous propose des trucs. Moi, l'autre jour, j'ai vu le concours de gendarmerie, le concours pour rentrer dans la police, enfin, etc. On vous propose des quiz. Mais si vous n'avez pas regardé la télévision pendant 6 mois avant, vous êtes incapable de répondre. Parce qu'on vous demande que les résultats de foot, on vous demande le nom du footballeur qui a marqué devant machin, on vous demande l'acteur du plus belle la vie. Bon. Et je peux vous dire que... Et on ne sait, on ne peut pas répondre à ces questions-là. Alors, les gars qui vont répondre à ça, vous imaginez le niveau? C'est pas vraiment de la culture générale. Hein, oui, mais ça, c'est l'épreuve de culture générale. C'est de la culture générale. Voilà. En fait, c'est un quiz. Non, mais vous savez, dans les BTS, l'histoire, maintenant, ils apprennent l'histoire du foot. Mais oui, mais bien. Mais ça, on peut. Et dans les rythmes scolaires aussi, de Najat, Vallaud et Cassel, ils font du foot. Voilà, ils font du foot, des ateliers de foot. Ce qu'on peut dire globalement, c'est que la connaissance, c'est le pouvoir, et que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas envie de partager ce pouvoir. C'est évident. Mais ça, c'est Machiavel pédagogue. Puisque le but de l'opération, c'est de faire les 2/10 de l'élite mondiale doit pouvoir se suffire à tout posséder, à tout fabriquer, etc., grâce aux robots, etc. Et les autres, ce sont des surnuméraires. Voilà. On est déjà des esclaves. Oui, voilà. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et...